Et bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette soirée du groupe d'usagers Microsoft 365 Montréal. En fait, c'est notre soirée mensuelle j'ai mon co-speaker qui est là, notre ami Nicolas Salut, qui nous aide tout le temps. Fait que le mot de bienvenue, ben, je vais te laisser le terminer. Alors, c'est quoi déjà le mot de bienvenue? bienvenue. Bienvenue. Ah oui, c'est ça. Alors, pendant l'introduction, avant de démarrer l'enregistrement, ben, on a discuté un petit peu du Ignite, qui est la grosse affaire cette semaine, et plusieurs annonces qui vont se faire cette semaine. Fait qu'on va en parler pendant la présentation. Nicolas va nous parler aussi de Microsoft Viva qui a été introduit aujourd'hui, que Microsoft a parlé. Donc, Nicolas va nous parler de ça aussi. Je pourrais peut-être même suivre l'agenda. Ce serait plus simple si je vous partageais mon écran et qu'on suivait l'agenda. Donc, les annonces Ignite. On avait prévu faire la présentation du mois après. Ben, j'avais prévu faire la présentation du mois plus tard. Ah non, non, on peut la faire après, il n'y a pas de problème. Ouais, mais tu dois quitter plus tôt. Fait que comme tu dois quitter Euh, tôt, moi, tant que je pars à 8h moins le quart, tout va bien. tant que tu pars à 8h moins quart, tout va bien. OK, Ouais, non, on devrait y arriver, là. il me Fait faut 5 qu'on, minutes pour quitter, là, donc tout va bien. OK. Ah, t'es juste à côté. Je pensais que tu étais plus loin. Non, je suis juste à côté. OK. Donc, l'agenda, ben, le mot de bienvenue est fait. Annonce, on va C'est ça. parler d'Ignite, bien entendu. Comme tous les mois, je vais faire mon petit point sur les nouveautés, les choses qui sont arrivées avec Microsoft Teams. J'aurai pas le temps de tous les dire parce qu'il y en a énormément. J'ai sorti des choses qui sont vraiment disponibles. Fait que, comparativement aux autres mois, ben, il y a plein d'annonces. Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais. Fait que j'ai sorti des choses qui sont déjà disponibles. Il y en a peut-être quelques-unes que je suis passé à côté. Et puis cette semaine, avec l'Ignite, ben, il y a plein d'annonces qui vont être sorties. Fait qu'on pourra peut-être faire une récapitulation à la fin de la semaine pour sortir toutes les annonces qui ont été faites sur Teams, puis revenir une discussion dans le forum sur le Meetup à la limite. On peut, Et on oui, peut vas-y. aussi, si jamais vous le souhaitez, on peut aussi, la semaine prochaine, faire une autre rencontre exceptionnellement parce que c'est la fin d'Ignite. Et si vous le souhaitez, juste revenir sur tout ce qui se sera dit sur Ignite. Ça peut être aussi imaginable, hein, pourquoi pas. Ouais, mais moi, je suis partant là-dessus. On avait parlé au tout début avec Nicolas de faire à tous les soirs cette semaine Ouais, une revue du Ignite, mais le Ignite, il fait des présentations jusqu'à 11h, toute la minuit nuit. le soir parce qu'ils font toute la nuit parce qu'ils présentent pour les autres pays aussi. Donc, ce serait peut-être une bonne idée. Fait que je vais le mettre à l'agenda. Ceux qui peuvent participer pourront participer. Sinon, ben, on fera l'enregistrement. Fait qu'on pourra le mettre à l'agenda une journée, une soirée la semaine prochaine, là, faire un petit recap des grandes annonces qui vont avoir été faites au Ignite. En fait, Et, ce qui serait cool, ce serait que ceux qui vont suivre Ignite, comme on vous le demande de temps en temps, prenez ne serait-ce qu'une seule annonce qui vous intéresse, qu'une seule annonce que vous avez aimée, et puis venez nous en parler, venez la présenter. On vous laisse 5-10 minutes, ce sera une discussion, puis c'est vraiment juste, on vous laisse présenter, on vous laisse aller, puis ça peut être aussi l'occasion d'avoir un truc un peu plus dynamique aussi, quoi. ouais, ben, on pourra partager peut-être un questionnaire, il va falloir penser, Hmm. là, ou quelque chose pour que les gens puissent s'inscrire, qu'on sache d'avance aussi qui va présenter quoi. Et Ok. ensuite, ben, on fait un horaire. Ça pourrait être vraiment cool. Très bonne idée, Nico. Hey, est-ce que tu reconnais mon background? Ouais, ça me manque, hein. Ça me manque. On a l'impression que tu es installé au piano. Ouais, c'est quand on va à Seattle, ben, à Bellevue, il y a un bar qui s'appelle le Daniel. C'est un piano bar et c'est la vue qu'on a quand on est installé au piano. Donc, j'ai décidé de faire ce petit background ce soir. Donc, Et pour ceux qui sont connectés à Ignite, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, si vous aviez l'occasion d'être équipé avec ça, vous aviez la possibilité de voir Ignite totalement en immergé avec un système justement en VR. Donc c'était vraiment super le fun. J'ai assisté au keynote directement en mode immergé, ce qui était super sympa parce que
comme ils ont beaucoup parlé de mesh, donc on ne parlera pas de mesh ce soir parce qu'on n'a pas de démo pour ça, mais comme ils ont vraiment beaucoup parlé de mesh, qui était la grosse affaire, qui est la grosse affaire de cette année, c'était sympa quand on n'a pas de, comme moi, quand on n'a pas de HoloLens, il y a les HoloLens du pauvre et, et qui sont déjà plutôt pas mal. Et non, c'était le fun. On avait vraiment l'impression d'être dans la salle. C'était assez génial, quoi. Ah ouais, cool. Ouais, c'était cool. J'ai même pas le HoloLens du pauvre, fait que j'ai pas pu le tester. Mais ça sera peut-être l'occasion. J'aurai une démonstration, si jamais ça vous intéresse, un de ces quatre sur Space, donc la façon d'incorporer Space dans les pages SharePoint, justement. Donc, si jamais ça vous intéresse un jour, je pourrais même projeter mon écran pour vous montrer à quoi ça ressemble en mode VR, quoi. Mais à voir. Cool. Donc, c'est sûr, le Ignite, c'est la grosse affaire, comme on a dit cette semaine. Il va y avoir plein d'annonces, c'est gratuit. J'ai partagé le lien dans le chat. Pour ceux qui n'ont pas le lien, qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez vous inscrire. Complètement gratuit, on s'inscrit, on suit les sessions, puis il y a des sessions toute la nuit, toute la soirée, toute la journée. Ça commence à 8 heures, 8 heures le matin. Juste une minute, je vais aller mettre une coupe de micro à mute parce que ça fait beaucoup de bruit derrière. Ah, Nico, il va falloir que tu réactives ton micro, Nico, si tu veux parler. Non, c'est bon, je vais le réactiver. C'est bon. OK, merci. Donc, le Ignite, quand même assez gros, mais c'est un Ignite qui est un peu différent des autres années aussi. J'ai sorti un peu les chiffres du Ignite. 3 jours, mais c'est en fait 2 jours plus la nuit là, où ça va se compléter. 381 sessions, c'est pas beaucoup comme en présentiel. En présentiel, ils prenaient le centre d'Orlando qui est plus gros que le village de Ormstown où j'habite presque. Puis avec toutes les salles, on passait notre temps à marcher. L'Ignite en direct, c'est vraiment cool. J'ai fait un décompte des sessions un peu. 133 sessions Azure, 90 sessions Teams, 74 sécurité, 29 sur la conformité, 16 sur le Power Platform, 8 sur Viva, 4 sur SharePoint et 2 sur OneDrive. Fait que, mais malgré que Viva, il y a des sessions Viva qui vont compter un peu SharePoint, mais c'est quand même pas énorme là, ce qui va être dit à propos de SharePoint directement pendant la conférence. Je ne sais pas, j'ai fouiné, là, j'ai même parlé à Mark Cashman pour savoir, hey, est-ce que je me suis trompé? Y a-tu vraiment juste 4 sessions SharePoint? Puis il a dit oui. Nico, est-ce que tu as vu autre chose, toi? Ben, non, mais je faisais juste une petite remarque, c'est que ce qui est vraiment très dommage, c'est que, et moi je suis vraiment tanné, là, j'en peux plus les événements à distance, là. C'est des sessions qui sont préenregistrées, puis moi, écouter des sessions pendant 4 heures de temps, c'est d'une platitude absolue. Si tu peux pas interagir, s'il n'y a pas la possibilité de poser des questions ni rien, je trouve ça d'une platitude absolue. On est d'accord qu'on est tous pognés avec ce truc-là, vivement que ça soit fini, mais les sessions préenregistrées, là, je suis plus capable. Plus capable. Et par rapport... Ouais, Mario? Puis par rapport au Table Talk, moi, j'ai pas participé là encore, mais que ça a l'air. Ben, les Table Talk, il me semble que c'était pas avant demain, il me semble. Ou il y en avait peut-être en fin de journée aujourd'hui, je sais plus. Mais il me semble que ça commençait, je crus voir que demain, et puis mercredi après-midi. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Je sais que Vlad en anime un. Il y a Vlad qui anime un Table Talk justement. Il y a Benjamin qui anime une session sur OneDrive. C'est à peu près. Je sais même pas si Vincent anime une session ou quoi sur. Non, Vincent n'en fait pas, Sébastien n'en fait pas. Benjamin, il y a aussi une session sur l'intégration de SharePoint dans Teams. OK. Donc, Mais je pense, oui, ça commence tout demain, les Table Talk. Fait que je n'ai pas vu encore comment ça va se passer, mais j'ai vu quelques sessions qui ne semblaient pas enregistrées. Il y en a plusieurs qui sont enregistrées, c'est un fait. Puis je pense que c'est au niveau du streaming, là, parce qu'ils s'attendent d'avoir des milliers de personnes. Fait que de streamer une vidéo live ou streamer une vidéo qui est déjà préenregistrée avec probablement des enregistrements disponibles un peu partout, peut-être. Je ne sais pas comment ils fonctionnent, là. Mais c'est probablement la raison là, que
que les sessions sont enregistrées. Mais oui, c'est quand même plate. Mais il y a quand même le forum, il y a quand même les discussions qui sont disponibles. Tu peux poser des questions pendant la session. Puis il y a des gens à Microsoft qui répondent aux questions aussi pendant les sessions. Donc, si tu poses les questions puis ta question est retenue, ça va sortir pendant la session. Tu pourras avoir une réponse aussi là, qui pourrait quand même être intéressant. Mais oui, c'est un fait que il y a beaucoup de sessions aussi de 25-30 minutes aussi. Fait que Microsoft s'est ajusté, là, pas faire des sessions d'1 heure et demie de quelqu'un qui lit des diapositives pendant 1 heure et demie. Ils ont ajusté à faire des sessions de 30 minutes aussi qui va direct au point, qui est quand même intéressant aussi. C'est vrai. Je voulais faire un aparté. Serge, on en avait un tout petit peu parlé, puis j'ai travaillé dessus depuis un mois à peu près. En fait, je vous l'annonce un peu en avant-première ce soir. Je travaille actuellement au niveau communautaire pour organiser quelque chose au mois de février l'année prochaine, février-mars, donc c'est dans un an maintenant, on est d'accord. Mais ça serait du côté de Cancun. Donc, si jamais ça vous tente, il y aura un 3 jours qui sera organisé à Cancun. Évidemment, l'hôtel n'est pas inclus, là, mais la conférence sera gratuite. Et donc, ça pourrait être le fun. Donc, on vous en reparlera. Puis, on aura probablement besoin d'aide sur l'organisation là-dessus. J'ai vu des applaudissements passer en dessous. Quelle belle initiative, Nicolas. Ça, ouais. Cancun, ouais. OK. Fait que si on revient, j'ai mis l'adresse aussi là, de toutes les sessions qui ont été annoncées sur Microsoft Teams, qui va être quand même intéressant. Fait que je peux même partager le lien dans la présentation aussi, là, dans le chat. À la fin de la session, on va partager le lien dans le chat si vous voulez. Fait qu'il y a plusieurs annonces qui vont être faites sur Teams, comme on en a parlé. Microsoft Viva, qui est le point que Nico va couvrir un peu plus tard. Il y a aussi une session à 19h là, sur des nouveautés sur Teams. Le timing est un peu mauvais pour notre rencontre, là, mais à 7h, il y a une session. Et il y en a une autre que je pense qui pourrait être intéressante, là, qui est un 30 minutes, là, les mises à jour sur l'expérience Teams, List, OneDrive, Stream et plus. Je ne sais pas comment il va fitter tout ça à l'intérieur de 30 minutes, mais c'est quelque chose que Omar va présenter demain à 15h30. Fait que si vous voulez regarder ça, c'est une des sessions que je pense qui va être intéressante. Je ne l'ai pas mis dans les présentations. Je vais l'ajouter dans la présentation, mais j'ai fait un petit... Je vais aller ici, partager cet écran. Ici, Microsoft, comme à tous les années, ils sortent le Book of News. Fait que les nouvelles qui sont annoncées dans le Ignite, fait que je vais partager ça dans le chat, qui est en fait un livre blanc, un livre ou un site web où vous allez pouvoir aller récupérer en fait toutes les annonces ou la majorité des annonces du Ignite. Fait que ça va vous sauver probablement d'aller regarder sur le site web de Microsoft puis de regarder toutes les vidéos. Il va y avoir quand même beaucoup d'annonces qui vont... la majorité des annonces qui sont faites, tout produit confondu, fait que ce soit de la sécurité, que ce soit du Teams, que ce soit du OneDrive, c'est toujours une source d'information quand même assez intéressante. Fait que si vous voulez aller récupérer ça, ça va être quelque chose de vraiment intéressant, je crois. Là. Fait que sur l'Ignite, est-ce qu'il y en a qui ont regardé l'Ignite aujourd'hui, qui auraient des commentaires sur les sessions qu'ils ont vues aujourd'hui? J'aurais aimé ça d'avoir un casque. J'aurais aimé ça avoir un casque. Pour le keynote à 11h30, là, c'était super. Mm. Okay, beaucoup de choses qui s'en viennent. Ouais, moi, j'ai pas compris si le PowerFX, ça va être quoi? Très bon point, le PowerFX. Ouais, j'ai l'impression que ça va être du Visual Studio qu'on va utiliser pour faire des Power Automate, des Power Apps, mais je ne suis pas certain. En fait, non. PowerFX, FX, on utilise le terme FX parce que quand tu vas sur Excel et que tu vois les fonctions,
Tu vois, c'est le symbole FX que tu as. Donc, PowerFX, c'est ni plus ni moins qu'une simplification à l'extrême des langages qui sont utilisés dans la Power Platform. Donc, c'est vraiment d'avoir un outil qui va venir améliorer l'IntelliSense et être capable d'améliorer les blocs qu'on va utiliser dans la programmation de Power Apps. Parce qu'on se rend compte que dans les formations Power Apps, entre autres, on se rend compte qu'il y a encore trop de code. Même là, aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de code. Donc, on va encore dans la simplification, c'est tout. Ouais, ben Microsoft, il y a un terme qu'on utilise qui est le citizen developer. Fait qu'un développeur citoyen, en français, ça ne se traduit pas, mais c'est que Microsoft veut que n'importe qui soit en mesure de développer des applications 365. Même s'ils disent que c'est faisable présentement, je pense que c'est pas accessible à tout le monde encore de développer. Oui, on peut faire des petites choses, mais développer une vraie application pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas encore rendu là. Microsoft veut se rendre jusque-là. Je l'ai entendu dans 2 sessions encore aujourd'hui. Le but, c'est que tout le monde puisse développer des applications. Fait que c'est sûr que ça va arriver. Oui, Vincent. Salut à tous. Moi, ce que j'ai retenu de la keynote, c'est surtout que je vais avoir la capacité de jouer à Pokémon Go sur HoloLens. Et ça manquait. Ça manquait. Ouais, effectivement. Bon point. Okay. Mais pour revenir sur le PowerFX, comme tu disais, Serge, bon, vous l'avez tous noté. Vous avez Vincent aurait peut-être des choses à nous dire par rapport à ça d'ailleurs. Vous savez qu'auparavant, on avait, donc Serge vous avait montré d'utiliser le App Studio de Teams pour pouvoir créer des applications. On avait donc le App Studio qui permettait de créer des tables et de créer de l'intégration dans Teams, surtout de l'intégration. Donc là, on a une nouvelle façon de développer les applications qui vient au travers de le fameux Dataverse. Donc l'intégration de Dataverse en arrière, qui est la base de données légère du Common Data Service qui a été renommé en Dataverse, qu'on va utiliser en arrière de Teams, qui va nous permettre de créer des applications. Le problème, c'était que comme les applications qu'on va créer vont être créées à partir de Power Apps, donc on est dans les 2 modes, parce qu'on a du Dataverse, donc on essaie d'utiliser du Canvas, mais aussi du Data Driven, c'était quand même encore un peu compliqué de créer des applications. Par exemple, en formation, moi, je vois que des gens qui ont créé du Power Apps Canvas, mais qui n'ont jamais vu de modèle Driven, qui ne savaient même pas ce que c'était, et qui ne savent même pas ce que c'est que Portal. Donc, on ne sait même pas comment utiliser Portal. Donc, ce que veut Microsoft avec PowerFX, c'est juste simplifier le développement pour permettre justement d'accélérer le développement des applications dans Teams. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je peux me tromper, mais c'est surtout par rapport à l'arrivée dans Teams de ce modèle de développement qu'on cherche encore à dynamiser le développement au travers de Power Apps. Oui, puis il y a aussi, en parlant de développement d'applications, le Power Automate Desktop qui va venir par défaut aussi. Donc, dans Windows pour faciliter. 10. Pardon? Dans Windows 10, direct. Dans Windows 10 direct. Yep. Donc, c'est un autre outil qui va faciliter le développement d'applications aussi. Fait que tout s'en va vers donner des outils à monsieur, madame, tout le monde pour qu'ils puissent développer. Ça, c'est un excellent point. Dans les nouveautés, ça, c'est vraiment énorme parce que, je ne sais pas, on n'a jamais fait de présentation ici de Desktop Flow. Ça pourrait valoir le coup un jour de montrer ce que c'est qu'un Desktop Flow, à quoi ça ressemble. Moi, je sais que j'ai des modèles en cours que je montre là-dessus. Si jamais ça vous est intéressé, dites-le dans le chat, ça pourrait être pas mal. Vous savez qu'on peut créer donc les Cloud Flow, donc les flows qui ont été renommés en Cloud Flow, et les Desktop Flow, qui sont tous les flows qui sont créés à partir de Power Automate Desktop. Et donc là, on vient d'entendre aujourd'hui que Power Automate Desktop allait être intégré à Windows 10. What? Ça, c'est énorme. Parce que ça sous-entend tout un tas de trucs en termes de licensing. C'est qu'en termes de licensing, là, comment est-ce qu'on va donner les licences et comment est-ce qu'on va licencier le produit Power Automate par rapport à un produit qui est intégré avec Windows 10. Donc, ça va être à mon avis, très intéressant ce qui va se passer dans les prochaines semaines / mois pour voir ce qui va se passer en termes de possibilités sur l'utilisation de Power Automate en mode desktop. Pour permettre peut-être à des participants de parler, est-ce qu'il y en a parmi les participants qui connaissent Power Automate Desktop et voudraient en faire une petite description rapide? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer? Il faudrait une boîte à son sur Teams, tu sais, avec des bruits de criquets. Plutôt que de mettre des applaudissements, il faudrait suggérer une boîte à son dans Teams.
Donc, quand il n'y a personne qui répond, on met des bruits de criquet, des bruits de... Ça serait chouette. Pour être honnête, j'ai essayé de le faire, mais je me suis heurtée à l'utilisation avec une licence RPA. Fait que j'ai été arrêtée. Ça m'a freiné un peu pour être capable d'aller plus loin dans mon expérimentation. Fait que je ne peux pas en donner une description. Je n'ai pas été plus loin que d'essayer de le partir et de voir ce que ça donnait. Mais ça va de l'air intéressant. Alors, si tu veux jouer avec, ouais. Tu vas sur powerautomate.com et tu as un gros bouton qui est Start Free au milieu. Et quand tu fais le Start Free, ce qui vient, c'est qu'il vient provisionner une licence Power Apps P2 dans ton environnement. Donc, tu vas avoir une licence Power Apps P2 totalement gratuite. Tu vas avoir accès à Dataverse, tu vas avoir accès à tout. OK. Et rappelez-vous que vous avez le droit à un community aussi. Donc, dans vos environnements, puis ça, c'est une bonne pratique qu'on met en avant beaucoup. Tu me donnes 2 minutes, Serge? Oui, vas-y. Attends, je vais essayer de vous partager ça. powerapps.com. Donc, c'est vraiment pas compliqué. C'est directement depuis la page de Power Apps. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, directement depuis la page de Power Apps, si jamais vous allez dans les tarifications ici. Donc, déjà, vous pourrez démarrer gratuitement. Si vous démarrez gratuitement, vous avez un Power Apps P2 qui va être provisionné dans votre tenant. Donc, Power Apps P2, vous pouvez créer un environnement trial, qui est un environnement Dataverse complet. Donc, vous allez vraiment avoir le data service, etc., etc. Mais si vous voulez vraiment avoir tout dans un environnement de développement, vous pouvez aller dans tarification et tout en bas de la page, quand vous descendez vraiment tout en bas de la page tarification, vous avez découvrir Power Apps gratuitement avec le community. Donc, ça, c'est vraiment l'offre community qui est disponible. Et si vous créez ici un environnement individuel, il va venir s'ajouter dans votre environnement, dans votre tenant. Donc, quand vous serez dans votre tenant, vous verrez un nouvel environnement qui va apparaître, qui sera environnement développeur et qui sera attribué uniquement à vous. Vous serez le seul à pouvoir y accéder. Et ce sera totalement ouvert à l'intérieur. Vous aurez accès à tous les produits de Power, donc Power Apps, Power Automate, tout sera dedans. Le Common Data Service avec le Dataverse sera entièrement complet également. Donc, vous aurez tout. La seule différence, la seule limitation, c'est que vous ne pouvez pas partager une application directement depuis cet environnement. Vous ne pouvez pas commercialiser une application. Vous ne pouvez pas la partager avec des gens de votre entreprise. Il faudra exporter la solution au travers d'une solution Dataverse pour l'intégrer dans votre environnement standard. On pourra refaire une session là-dessus si vous êtes intéressé. Mais ça, c'est super parce que ça vous permet de tout tester. OK. Puis ça fait quoi, le Power Automate Desktop? Alors, je vais faire mon essai puis je te le redirai la prochaine fois, Serge. Ah ouais, OK. En fait, rappelez-vous que Power Automate, le principe de fonctionnement, c'est 3 choses. Des connecteurs, des triggers, des actions. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, faites la même chose non plus au lieu de le faire avec des services qui sont dans le cloud, mais de le faire avec des services qui sont directement sur votre ordinateur. Ça va fonctionner exactement comme un cloud privé, finalement. Vous avez des services qui sont mis à disposition par vos applications. Vous allez directement vous connecter à ces services-là, récupérer les triggers, les déclencheurs. Donc, par exemple, quand je vais ouvrir le fichier Excel, que je vais sélectionner telle cellule, automatiquement, je peux avoir une automatisation. Ça peut servir de trigger pour déclencher des actions. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une machine à créer des automatisations. Une automatisation de macro nouvelle mode. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Des nouvelles macros, c'est ça. Ouais. François, j'ai vu que ta main a levé, puis elle a rebaissé. Est-ce que tu avais une question? C'était pas une question, c'était juste qu'à un moment donné, le Business Application User Group, il y avait eu un démo de Power Automate Desktop, puis il avait montré comme capturer des actions utilisateurs, uploader l'information dans le Common Data Service. C'était quand même, je ne sais pas si ça a été enregistré. Il faudrait demander à Luc, mais c'était quand même hot. Ça fait peut-être 1 an de ça? 1 an et demi? En tout cas, juste le mentionner. En 1 an, ça a évolué beaucoup encore. Mais oui, c'est vraiment des choses qui sont faisables avec ça. Merci, François. Céliane, tu as une question? Tu as la main levée ou un commentaire? Oui, un commentaire. Je sais que Power Automate, j'ai découvert ça. Il y avait pas mal de projets pour se faire la main. Je pense que c'est sur GitHub. Je n'ai pas le lien. Mais je sais que Microsoft a mis beaucoup d'exemples pour la découverte d'applications,
de choses qui peut être nécessaire dans une entreprise ou au day-to-day. Et je trouve ça intéressant. Je n'ai pas le lien sous la main, mais je sais que Microsoft avait providé des petits projets intéressants, comme par exemple des applications pour le Covid, pour quand les gens vont rentrer au bureau, pour réserver des places, etc. Il y a pas mal de mini-projets qui sont cool à faire. C'est peut-être ça. Peut-être pas. Oui. Si c'est pas de lui, tu parles, c'en est un autre. Ouais, je sais qu'ils ont beaucoup documenté ça sur GitHub, mais je me souviens plus la plateforme. En tous les cas, n'hésitez surtout pas à consommer et à abuser de Microsoft Learning. C'est toujours une super belle place pour commencer à découvrir un service, ce qui vous permettra de ne plus jamais de ne pas avoir de réponse quand quelqu'un vous demandera qu'est-ce que c'est que Power Automate Desktop, par exemple. Donc, allez-y, allez jeter un œil à l'intérieur du micro-learning. Il y a vraiment énormément de contenu qui est là-dedans. On peut maintenant vraiment faire du filtrage au niveau directement des produits. Donc, allez chercher vraiment ce qui est de Power Automate et trouver tout ce qui va être description Power Automate Desktop. C'est en français. Ça, c'est super. Et en arrière, tout ce qui est exemple, tout ce qui est contenu est de toute manière aujourd'hui totalement dans GitHub. Donc, ça veut dire que dès que vous avez un exemple, dès que vous avez n'importe quoi qui est à l'intérieur, souvent, ils vous fournissent des sandbox. Souvent, donc ça vaut vraiment le coup de jeter un œil avec ces modules-là. Ils sont rattachés directement aux certifications. Donc, quand vous passez une certification, la PL900 ou la PL100 ou la PL200 sur tout ce qui est Power Platform, c'est directement rattaché aux modules de cours qui sont en arrière. Ça, c'est vraiment super cool. OK, cool. Fait qu'on va continuer la présentation. Donc, je vais partager la prochaine partie. D'autres commentaires sur l'Ignite ou... Il y avait le cloud hybride aussi, là, qui, je comprends pas c'était quoi les différences entre ce qu'ils ont annoncé en 2019 et ce qu'ils ont annoncé cette année. Mais, j'ai pas vu les annonces sur le hybride, fait que je peux pas parler. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui l'a vu? C'est sûr qu'ils ont parlé non, fait que ça ne semble pas avoir, c'est les criquets qui répondent. Donc, puis il y a aussi Microsoft Mesh, là, que ça prenez le temps de regarder les vidéos là-dessus sur tout ce qui est réalité augmentée. C'est vraiment, ça s'en va très loin. Le Québec était super bien représenté aussi dans le keynote. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, vous avez vu, mais Kruger était là qui a présenté quelque chose avec les HoloLens et Guy Laliberté a fait une session aussi, une partie de la présentation. Fait que c'est quand même pour une méga conférence de Microsoft qui est partout à travers le monde. Deux Québécois qui vont montrer des réalisations qu'ils ont faites au niveau de la technologie. C'était vraiment cool. Là. Fait que... Donc, les nouveautés. Quelques annonces. Une annonce qui a été faite, qu'on attend depuis un bout de temps, qui est le SharePoint App Bar. Pour une navigation globale. Donc, on va pouvoir bientôt, c'est pas encore sorti, là, mais est-ce qu'il y en a, je ne l'ai même pas, moi, dans mon environnement de test. Nico, est-ce que tu l'as vu passer, toi? Non, et j'ai pas vu non plus. J'ai vu que certains avaient commencé à annoncer qu'il y avait eu le hub de hub, mais qui est connecté parce qu'on a besoin du hub de hub, enfin, on a besoin du navigation bar pour avoir le hub de hub. Mm-hmm. J'ai vu ni l'un ni l'autre, je ne sais pas. Non. Mais la date, ça a été updaté, l'annonce. Je crois avoir vu passer ça. Ça a été updaté. C'était pour février, puis ça a été poussé à mars, il me semble. OK. Mais ça va nous permettre... Après Ignite, peut-être, ouais. Ouais, après le Ignite, c'est ça. Donc, ça va permettre d'avoir... Du U-Hub à Ignite. Ils ont parlé du U-Hub qui serait le remplaçant des portails dans Microsoft 365. Là. En tout cas, encore là, je ne sais pas trop c'est quoi, mais ils ont parlé de ça. OK. Mais ça ici, c'est vraiment, là, j'ai mis le lien, là, il y a quelqu'un qui a fait un article quand même assez détaillé. Il a eu accès au code source pour bien voir parce qu'il a réussi aux fonctionnalités. C'est vraiment une navigation globale qu'on va pouvoir faire réapparaître, là, qui va permettre d'accéder à
une barre de navigation accessible à partir de tous les sites. Fait que ça va quand même être intéressant. Ça va changer peut-être la façon de développer aussi, la façon de penser avec les nouveaux intranets modernes. C'est pas encore là. Fait que je vous ai dit que je parlerais juste des choses qui sont là. Fait que des choses qui sont là au niveau de Teams, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais dans Teams, quand on va, en fait, dans Outlook, pas dans Teams, mais quand on va dans Outlook, dans les paramètres Outlook, dans les paramètres calendrier, il y a la possibilité de faire ajouter automatiquement une réunion en ligne à toutes les réunions. Fait que tu n'as plus besoin de dire je veux créer une nouvelle réunion Teams. C'est que tu fais une nouvelle réunion, puis automatiquement, la réunion Teams va être ajoutée. C'est accessible, ces paramètres-là, autant dans Outlook que dans Outlook Web. Une feature qui est vraiment cool, que je vais vous la faire en démo aussi, ben c'est on peut déplacer maintenant. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, là, mais on peut déplacer un fichier. Fait que dans un courriel, une pièce attachée, je peux le prendre et le déplacer directement dans mon Teams. Fait que ça, c'est fonctionnel présentement. Fait que j'ai ici, je vais aller partager mon écran 1. Je vais partager le bureau au complet. Fait que si je viens ici et je viens prendre mon Teams. Fait que j'ai mon Outlook, j'ai une équipe ici, je viens sélectionner un canal dans mon équipe. Je viens dans l'onglet Fichier dans mon Teams. Je peux prendre une pièce jointe, la déplacer. Vous voyez le petit plus, je le lâche et le document, la pièce attachée de Outlook s'en vient directement dans le Teams. C'était demandé depuis longtemps. C'est vraiment cool là, que Microsoft nous rende disponible cette partie-là. Est-ce qu'il y en a qui l'avaient déjà utilisé, qui l'ont vu? Oui, Céline? Non, jamais utilisé. Par contre, je sais que, je ne sais pas si ça a été annoncé, mais j'ai vu un peu ce qui allait être annoncé parce que j'ai eu accès en tant que partenaire à ce qui allait. Mais ils vont changer des choses aussi sur les channels aussi, j'ai vu. Je ne sais pas si ça a été annoncé, mais il y a pas mal de changements avec les connexions entre différentes tenants aussi pour les channels. Je ne sais pas si, ça te parle, mais j'ai vu un truc assez intéressant là-dessus. Oui, bien, ce que j'ai dit que j'annoncerais ce soir, c'est seulement les choses qui sont vraiment disponibles maintenant, parce qu'il y a tellement d'annonces qui vont être faites cette semaine. Puis si tu n'étais pas là au début, on a dit que la semaine prochaine, on va faire une soirée des annonces. Fait qu'on va dire, ben, ça, c'est cool. Voici tout ce qui a été annoncé pendant le Ignite. Nice. Fait que, mais cette portion-là, là, tous mes clients le demandaient pendant est-ce qu'on peut prendre des pièces attachées, des documents qu'on a reçus par courriel, les envoyer dans Teams? C'est là finalement. Fait que tant mieux, qui est cool. Le Outlook Web, si le Outlook Web il a été amélioré, le Outlook va être amélioré éventuellement, mais je ne sais pas si vous l'avez vu. Là, je ne me connecterai pas à mon Outlook Web, mais il y a un nouveau bouton pour accéder directement à Teams. Fait que quand tu es dans Outlook Web, tu cliques sur le bouton Teams, ça va t'ouvrir Teams directement. On peut faire des réponses. Fait que si on reçoit une notification dans un courriel, dans un courriel, fait qu'on reçoit le message de notification, on va pouvoir cliquer sur Reply puis répondre directement à partir du courriel et ça va répondre directement dans Teams qui est vraiment cool. Et une autre chose aussi qu'il y a dans le Outlook Web, c'est quand tu vas recevoir une notification que tu as une réunion qui s'en vient dans le haut à droite, ben, tu vas juste cliquer sur la notification, tu as le bouton rejoindre et ça va ouvrir Teams directement. Et tout ça, c'est disponible à partir de maintenant. C'est disponible dans mon environnement. Fait que vous pourrez vérifier si c'est disponible dans le vôtre, mais j'ai vérifié 2 environnements et ça fonctionne dans les 2 environnements. Fait que je me dis, s'ils font ces intégrations-là dans Outlook Web, ça va possiblement venir un jour dans le Outlook client aussi. Des commentaires sur ces fonctionnalités-là? Ben, moi, si je peux me permettre. Oui, Nico, vas-y. Tu viens de le dire très justement, c'est du Outlook Web. Je suis quand même très surpris de voir à chaque fois autant d'efforts qui est fait sur Outlook Web. Je n'avais pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit super utilisé, mais je dois me tromper. Oui, peut-être. On pourrait peut-être faire un mini-sondage. Tu as beaucoup de cœurs de business où tu as pas mal de gens qui n'ont pas de laptop corpo, qui ne veulent pas utiliser leur perso, qui ont besoin quand même d'accéder,
que ce soit sur une tablette ou sur un téléphone. Fait que moi, je sais qu'il y a des endroits où ils préfèrent ne pas donner des laptops corpo et les gens se débrouillent full web. Que ce soit, j'avoue que c'est pas pratique des fois de faire du Word directement dans le web, commencer from scratch, mais il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent vraiment les services full web. C'est vrai que c'est peut-être pas la majorité. Après, je vous dirais qu'en interne, on a eu des courriels qui nous disaient de basculer sur Outlook Web. Et pour Dogfood, beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, qui n'ont pas été encore publicisées. Mais je vous conseillerais de l'utiliser de plus en plus si vous voulez voir les nouvelles choses arriver, parce que les nouvelles choses arrivaient déjà en priorité sur Outlook Web, et ça va être de plus en plus le cas à l'avenir. Ouais, c'est clair. Vous comprenez ce que vous comprenez après. Ouais. Ah, voilà. Je comprends bien. J'ai fait un petit mini-sondage maison. Fait que si vous allez dans le chat, vous pouvez faire les réactions. Fait que mettez un bonhomme sourire si vous utilisez Outlook Web, puis un bonhomme triste si vous ne l'utilisez pas, juste pour avoir une petite idée de qui l'utilise. Parce que comme on a des gens externes, je ne peux pas vraiment intégrer Forms, mais c'est une façon cool de faire un mini-sondage sur les réactions. Fait que avec les réactions. On peut mettre la réaction directement dans le message aussi, au lieu de je sais pas rajouter. Si on peut réagir, c'est ça, ouais. Fait qu'on peut voir les réactions. Fait que c'est une façon aussi en même temps de voir la réaction des gens puis de sonder les gens parce qu'on peut faire l'intégration de sondage Microsoft Forms dans des discussions dans Teams, mais on ne peut pas le faire quand il y a des gens externes. Et rappelez-vous que pour l'instant, Forms n'est pas au Canada. C'est aux États-Unis. Donc, ce que vous stockez dans du Forms, c'est pas sur une juridiction canadienne. Nico, arrête donc de casser le party. C'est ce que tous les clients nous disent. Donc, ça s'en vient. Mais il y a des clients la gouvernance, c'est important. Ouais. S'il y a des clients publics, il ne faut pas trop en parler. Ils n'aiment pas ça. OK. Une autre annonce, une autre chose qui est rendue disponible aussi, c'est les onglets Whiteboard. Fait que dans des réunions, quand on avait des réunions en présentiel, il n'y avait pas une réunion, je pense, où je ne faisais pas un dessin sur un tableau. On a l'onglet tableau blanc maintenant qu'on peut venir intégrer. On peut mettre des notes à l'intérieur du tableau blanc. Et une portion qui est cool aussi, c'est que tu as l'option de permettre aux participants de modifier ou d'être en lecture seule aussi sur l'image. Fait que si tu as fait un tableau blanc puis tu ne veux pas que les gens viennent modifier ou ajouter de l'information, tu vas être capable d'ajouter l'onglet tableau blanc dans ton canal, mais pas permettre aux participants de modifier. Fait qu'on peut même aller mettre une sécurité sur le tableau blanc qui est cool pour ceux qui utilisent des tableaux blancs. C'est sûr que le Whiteboard, l'application Whiteboard, à l'intérieur de Teams, ça peut sembler un peu limité, mais si vous avez un poste Windows 10, vous pouvez utiliser l'application Whiteboard de Windows 10 qui a beaucoup plus de features à l'intérieur qui va être intéressant. Fait que, puis j'ose espérer que la majorité d'entre vous, vous avez du Windows 10, donc faites le test. C'est vraiment quelque chose de cool. Est-ce qu'il y en a qui utilisent le tableau blanc, qui ont des commentaires sur le tableau blanc? Alors, je laissais un peu de temps, mais je vais juste faire un petit commentaire. C'est que j'ai eu à le mettre en place il n'y a pas très longtemps dans le projet, là, où il se posait la question par rapport au tableau blanc. Donc, jusqu'à il y a très peu de temps, le tableau blanc, le service tableau blanc n'était pas encore disponible au Canada, mais maintenant il l'est. Comme tu viens de le justifier, de le préciser, Serge, il y a bien deux parties, tableau blanc. Il y a le whiteboard qui permet d'avoir le fichier sur votre poste Windows et qui permet de l'avoir sur votre écran, juste depuis votre écran d'ordinateur. Et vous pouvez très bien l'utiliser pour réaliser vos propres fichiers sans être obligé de le partager via le service. Donc ça permet de le sécuriser. Après, il y a l'opportunité qui permet de sauvegarder ce fichier-là dans le service et de rendre ce service disponible au travers de Teams, au travers de l'onglet. Donc, il y a deux aspects à Whiteboard. Il y a cette partie qui est directement intégrée à Whiteboard dans Windows et qui permet de gérer votre fichier en local et qui fonctionne très bien. Et le moment où vous vous appuyez sur le service, exactement comme vous feriez avec un document Word, soit en local, soit partagé avec le service online. Voilà. Cool. Merci, Nico. Je vais régulièrement voir les options de réunion
Et il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées, dont une qui permet d'autoriser la conversation ou pas pendant les réunions. Puis aussi de dire qu'on veut qu'il y ait des conversations seulement pendant la réunion. Je suis certain que ça vous a déjà arrivé. Là, vous avez participé à une réunion, ça fait 2 jours que la réunion est finie, puis là, ben, vous vous mettez à recevoir des notifications, puis il y a plein de monde qui discute dans la réunion, puis elle est terminée. Ben, si on avait sélectionné pendant la réunion seulement, on pourrait désactiver les notifications ou de ne plus permettre aux gens de participer via le chat, via les conversations pendant les réunions. Je ne sais pas pourquoi Microsoft le retire. Il y a sûrement quelqu'un qui a demandé, mais il y a aussi le bouton pour autoriser ou pas les réactions pendant la réunion. Donc, les petits bonhommes sourires, les cœurs et ainsi de suite. Je pense que c'est une belle fonctionnalité, mais on peut le retirer aussi. Fait que des commentaires là-dessus? Ouais, pour le tableau blanc, je trouve ça dommage que quand tu fais des enregistrements, c'est toujours pas supporté comme feature. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, je ne sais pas si ça a changé depuis. Mais quand tu fais un enregistrement d'un meeting et que tu joues avec le tableau blanc, il n'y a pas d'enregistrement derrière. Oui, il faut que tu partages ton écran. Si tu partages ton écran, ils vont voir le tableau blanc pendant le temps que tu joues dedans. OK, pendant le temps que tu joues dedans, OK, ça marche. Mario, tu as une question? Le whiteboard, il faut le télécharger parce qu'il n'est pas sur mon Windows 10. Oui, il faut le télécharger. Si tu accèdes au tableau blanc à partir de Teams, aussitôt que tu l'ouvres, il va te demander veux-tu utiliser à l'intérieur de Teams ou utiliser l'application, puis il te permet de le télécharger. Fait que tu n'as pas besoin de fouiller à nulle part pour trouver le lien pour télécharger quand tu vas l'utiliser à partir de Teams. Sinon, ben, si tu fais une recherche, download Whiteboard Microsoft, tu vas pouvoir le télécharger aussi. Merci. Ça va. Des commentaires sur les options de réunion? Est-ce que vous trouvez ça cool de pouvoir activer ou désactiver les chats pendant la réunion, puis aussi après la réunion? Très pratique pour éviter d'avoir des conversations d'il y a deux semaines qui se repopent. Et après, ça arrive les erreurs, mais c'est vrai que c'est une bonne chose. Oui. Puis aussi de désactiver le chat pendant les réunions. Des fois, il y a des sujets importants que tu veux couvrir, puis il y a des side jokes qui se font dans le chat pendant le temps que tu es en train de présenter. Je sais que ça, c'était demandé beaucoup par l'éducation aussi, les professeurs. Quand ils donnent des cours, ben, ils ne veulent pas que les élèves se mettent à chatter entre eux pendant le temps que le prof est en train d'installer et faire des jokes pendant le temps qu'il parle. Donc, je pense que la venue de cette feature-là est arrivée beaucoup pour le milieu éducationnel. OK. Une autre option qui est rendue disponible aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais avec l'historique, les petites flèches pour l'historique de la navigation, maintenant, il va te présenter les 12 dernières choses sur lesquelles tu as cliqué aussi par l'historique. Fait que tu vas pouvoir, aussitôt que tu cliques sur la flèche, il te présente l'historique jusqu'à 12 dernières visites que tu as fait pour retrouver. Fait qu'au lieu de cliquer 12 fois pour retourner sur l'affaire que tu as fait il y a 12 coups, ben, tu vas dans la liste, tu sélectionnes le lien que tu as cliqué il y a 12 fois et ça va être disponible. Ça aussi, c'est vraiment pratique. Puis, je suis surpris à quel point les petites flèches sont passées inaperçues pour beaucoup de gens. Ils ne réalisent pas qu'il y a les flèches pour retourner en arrière. Puis là, ben, maintenant, en plus de pouvoir retourner en arrière puis de sélectionner un lien direct qu'on a fait, ça va aider beaucoup à se retrouver dans Teams. Et il me reste des choses qui s'en viennent très bientôt. Directement dans Outlook, je disais que le Outlook va être modifié aussi si le Outlook Web est modifié. Mais dans Outlook, on peut accéder à des réunions, créer des réunions Teams.
mais ils vont nous mettre le bouton option de réunion directement dans le ruban de Outlook. Ça s'en vient très bientôt. Puis avec les options de réunion, ben, ça va nous permettre de pouvoir sélectionner là, qui peut attendre dans la salle d'attente, qui peut pas bypasser la salle d'attente et ainsi de suite. Mais ça va être bientôt disponible directement à partir d'Outlook, qui va être cool. Autre chose aussi, le PowerPoint Presenter Mode, il va être disponible dans le PowerPoint online, qui va être cool. Puis ce qui va être encore plus cool avec ça, c'est pendant le temps que tu vas présenter dans le PowerPoint View. Présentement, je suis dans le PowerPoint View de PowerPoint et je ne vois pas la liste et je ne vois pas les images, les vidéos et les mains levées parce que je suis avec le PowerPoint. Mais quand on va utiliser le Presenter View de PowerPoint Online, la barre de Teams va rester dans le bas, puis on va voir les réactions, on va voir s'il y a des mains levées, puis on va voir les vidéos des personnes. Ça va être vraiment cool. Là. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de présentations dans Teams et c'est le fun d'avoir 2 écrans parce que tu peux l'avoir, mais en ayant le Presenter View directement intégré dans le PowerPoint Online, ça va être cool. Je vois que Vincent a la main levée. Ouais, j'avais une question rapidement. En fait, moi, je fais pas mal de présentations aussi. Et quand je partage le PowerPoint, c'est en le partageant en tant que PowerPoint, pas en partageant mon écran. Ouais. Si après, je partage mon écran parce que je fais une démo dans un éditeur ou quoi que ce soit et que je reviens, il perd la page sur laquelle j'étais, il revient au début. Est-ce que c'est quelque chose que je fais mal ou est-ce que c'est parce qu'il est stupide et qu'il y a quelque chose à fixer dans le produit là pour l'instant? J'utilise pas le PowerPoint Online parce qu'il n'y a pas le Presenter View, puis okay. Je suis vendu au Presenter View, fait que je l'utilise pas l'online, fait que je peux pas te dire si c'est quelque chose que tu fais mal ou si c'est le produit qui fait mal les choses. D'accord. Ben, merci pour le commentaire. Est-ce qu'il y en a qui ont une réponse? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont une réponse déjà avant que je parle d'autre chose? Non, bon, écoutez, ça doit être, je dois mal m'en servir. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que dans Teams, vous avez beaucoup de raccourcis clavier qui existent et qui sont très similaires avec soit les navigateurs web, soit les éditeurs de code. Et par exemple, pour aller en arrière et en avant, avec la touche Alt et la flèche de gauche ou la flèche de droite, la flèche de gauche pour aller en arrière et la flèche de droite pour aller en avant, ça vous permet de faire exactement ça. CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3 pour passer sur les tabs, Alt, haut et bas pour passer d'une conversation à une autre. Tout ça, ça va vous permettre de gagner énormément de temps plutôt que de cliquer. Enfin, c'est des choses que j'essaie de pratiquer le plus possible, moi, pour gagner du temps, que ce soit dans mes éditeurs de code, mais aussi dans Teams, parce que cliquer, ça fait perdre du temps, en fait, tout simplement. Quand on est dans Teams, raccourci clavier. Oui, il y a ça aussi, effectivement. Ça, c'est le Graal. Si vous cherchez des raccourcis clavier, la liste est là. C'est quand même assez exhaustif. Fait qu'on a juste à cliquer sur la bulle où se trouve notre photo et raccourci clavier et ça fonctionne très bien. En fait, ça va me permettre de faire une réflexion par rapport à ce que tu viens de dire, Vincent. J'avais une remarque tout à l'heure par rapport aux flèches avant et arrière, etc. Là. À quand une application Edge dans Teams? Donc le navigateur directement dans Teams. Je vois pas trop l'intérêt puisque Teams est déjà dans le navigateur techniquement parlant. Donc justement. Donc pourquoi être obligé de quitter Teams pour aller dans le navigateur? Donc ça me permet. Ça c'est le grand débat de est-ce que Teams devrait être juste une application de communication ou un OS. Un OS, effectivement. On entendra parler dans l'année à venir, ne vous inquiétez pas. Si tu ajoutes un onglet Bing dans ton canal, puis tu fais une recherche dans Bing, tu vas pouvoir naviguer dans les pages web avec les résultats à l'intérieur de Teams. Céliane, tu avais la main levée en même temps que Vincent, ça a été répondu? Non, mais je sais qu'ils ont changé aussi le focus des gens qui parlent dans Teams. Je ne l'ai pas testé, j'ai pas fait attention, mais j'avais vu passer l'info dans le sens où normalement les vidéos sont priorisées quand tu as beaucoup de gens. Et je crois qu'ils ont revu ce système-là de personnes qui à la vidéo sont en premier, mais je sais qu'il y avait un nouveau système. J'ai pas très. Faudrait que je le retrouve.
Bon, je vois que ça parle à personne. J'essaie de le retrouver. OK. Cricket. Si, ça fait quelques semaines que ça. Ouais, Non, même, c'est vrai. quelques Ah, je semaines, l'ai. voilà. New Video. Ouais, c'est ça. Je l'ai trouvé. Ça. New Et en Video. fait, c'est le layout de Teams va s'adapter automatiquement en fonction du contenu qui est présenté, du nombre de personnes qu'il y a qui ont la vidéo et qui sont en train de parler. Exactement ça. Et les choses vont se déplacer en fonction et s'agrandir ou se rétrécir en fonction de là où Teams estime que tu devrais être en train de regarder en fin de compte. Le Donc, New Video Only Meeting Stage Experience. Dans les discussions animées, ça va même donner le mal au cœur, à mon avis, mais bon. Oui. Probable. OK. Fait qu'il me reste une dernière chose. C'est une chose j'ai hâte de le voir arriver. En fait, c'est l'organisation de webinaires. Fait que Microsoft l'a annoncé quand on va pouvoir faire des nouveaux webinaires directement à l'intérieur de Teams. Fait que, et aussi, ce qu'ils ont annoncé, qu'on va pouvoir télécharger les rapports. Il va y avoir un rapport des participants, à quelle heure ils sont arrivés, quelle heure ils sont partis pour l'organisation de webinaires directement à l'intérieur de Teams aussi. Je n'ai pas vu la date de sortie, mais c'est quelque chose, j'ai dit que je parlerais seulement des choses qui sont maintenant disponibles, mais celle-là, j'ai trouvé ça vraiment cool, là, puis j'ai hâte que ça arrive, cette partie-là, pour quand on fait beaucoup de présentations, mais c'est quelque chose qui va être pas mal cool, je crois. Est-ce qu'il y en a qui... Question. Oui, vas-y. Quand ils en ont parlé, il y a quelques mois de ça, c'était dépendant aux licences de Advanced Communication. Là, ils ne parlent plus de cette subtilité-là. Je ne sais pas si ça va être accessible à tous ou non. Peut-être qu'ils n'en parlent pas pour attendre que tout le monde s'inscrive, puis après ça, les licences vont arriver. Moi, je pense aussi que Viva risque de changer pas mal de choses sur les licences. Peut-être aussi, ouais. Fait que restez à l'écoute, ça va venir. C'est sûr que quand ça va arriver, on va le tester pour nos rencontres du groupe d'usagers aussi, les portions du webinaire à l'intérieur de Teams. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues qui sont arrivées à l'intérieur de Teams puis que je n'ai pas parlé? Fait qu'on va essayer de se concentrer ce soir juste sur ce qui est vraiment disponible et non sur ce qui s'en vient. Il y a une main levée pour Stéphane. Oui, Stéphane. Ouais. Donc, peut-être pour le rapport des participants, il me semble avoir vu qu'il n'est pas actif par défaut. Il va falloir aller l'activer par PowerShell si on le veut l'avoir. Donc, ça sera à vérifier. Oui, bien, la liste, il y a deux choses là, pour la liste des participants. Présentement, l'organisateur de la réunion peut aller télécharger la liste des participants. Ça va générer un chiffrier Excel. Puis ça, ben, ça se peut que ça soit désactivé dans votre organisation, puis il y a une commande PowerShell pour l'activer. Ça, c'est nonobstant des webinaires. C'est une autre affaire complètement. Le rapport des participants du webinaire, c'est une autre chose complètement différente. Celle que vous parlez là, c'est faut le faire pendant la réunion, donc c'est un peu limitant. La prochaine version, c'est celle-là là, qui ne serait pas visible. Par défaut, elle va être désactivée. Il va falloir aller l'activer. Les administrateurs donc devront regarder ça là, et l'activer. Donc, ça va être le rapport plus riche avec un lien vers tous les participants, un lien vers les enregistrements, etc., etc. Donc, ce sera à vérifier. Oui, je ne sais pas si ça va être le même rapport pour les webinaires que pour les participants. Ça ferait du sens, là, tant qu'à travailler pour générer un rapport suite aux réunions, d'utiliser le même concept, mais j'ai aucune idée, je ne l'ai pas vu, là, les nouveaux. Je sais que Microsoft travaille là-dessus parce que les gens ils trouvent ça plate. S'ils oublient de télécharger la liste des participants pendant la réunion, ben, qu'elle n'est plus disponible. En fait, je pense qu'on en avait déjà parlé dans un précédent rendez-vous. Ça fait suite à l'annonce qui a été faite par Microsoft d'ouvrir l'API sur les meetings. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, l'objet de meeting qui était dans Teams, il était verrouillé. On pouvait pas vraiment. Enfin, Vincent, tu me dis si je dis des bêtises là, mais on ne pouvait pas vraiment l'étendre facilement. Et les partenaires avaient pas mal de propositions par rapport à justement le suivi des meetings, le suivi des webinaires, des choses comme ça. Donc,
Il y a quelques mois déjà, je pense, il me semble que c'était en septembre ou en octobre dernier, Microsoft a annoncé qu'ils allaient ouvrir cette partie-là aux partenaires, donc d'avoir vraiment la possibilité d'avoir des applications dans le marketplace qui vont venir améliorer l'expérience des meetings. Et puis, je pense que ça vient un peu dans cette logique-là, c'est autour de la préparation des meetings, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc, par exemple, on peut préparer le meeting 2 semaines à l'avance, donc préparer l'espace, inviter les utilisateurs à venir se connecter dans l'espace de réunion, voir les documents, consulter les documents, commencer à réagir à des formulaires, etc., avant même que la réunion intervienne, et après, garder l'espace pour pouvoir conserver la réunion enregistrée et d'avoir un cycle de vie complet sur la réunion. Je pense que ça vient un peu dans cet esprit-là, à mon avis. Hein. Ouais. Okay. Cool. Merci. On s'aperçoit aussi que toutes les bonnes idées de Team Live Events sont poussées quand même dans les meetings classiques. Ça, c'est bien. Parce que comme les personnes qui participent, combien de temps ils sont restés, c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps à faire des live events et je trouve ça bien. Le fameux meeting recap aussi, je trouve ça, j'ai pas encore utilisé là, mais je trouve ça nice aussi là. Ils l'ont sorti quand le mois dernier. Je trouve ça bien aussi. Ça permet d'arriver à la fin du meeting puis d'avoir comme un résumé. Je trouve ça cool aussi. C'est bien qu'ils mettent sur des live events où c'est vraiment une audience beaucoup plus grosse puis récupérer les petits trucs qui sont bien pour les adapter dans des meetings où on n'est peut-être pas 2000 participants, quoi. Et pour les présentations aussi, c'est cool. C'est le PowerPoint, comme tu disais là, d'avoir pas forcément plusieurs personnes qui drivent les meetings, de pouvoir partager, de savoir où t'en es, etc. Je trouve ça cool. Cool, merci. Et Benoît, il a la main levée depuis un petit bout de temps. Oui, une des features, ton cut-off de ce qui est disponible et ce qui ne l'est pas, il est un peu limité là parce qu'il dit que ça va être disponible ce mois-ci, mais c'est les 1000 participants dans les rencontres Teams avec possibilité de monter jusqu'à 20 000 ou 10 000. Là. Ça, c'est intéressant parce que, justement, il y a des gens qui trouvent que Live Event est trop compliqué à supporter. Ça va combler le besoin qu'on avait régulièrement parce que 300, on le dépassait souvent, nous, à l'interne. Oui, dépendamment de la taille de l'entreprise. Puis, avec le 1000 et le 10 000, ce qui va être intéressant aussi, c'est que le 1000, ils vont pouvoir collaborer puis participer pendant la réunion. Puis quand tu vas dépasser le 1000, ben les autres, ils vont être seulement là en mode écoute. Ils ne pourront pas rien faire. Fait qu'ils vont avoir des fonctionnalités limitées, mais ils vont pouvoir quand même suivre la réunion puis écouter. Fait que c'est des choses, c'est intéressant. Fait qu'on verra s'ils vont réussir à faire ça pour le mois ici. J'ai hâte de voir si ça va sortir. Ça fait un bout de temps qu'ils l'annoncent. On peut dire en tous les cas que, pour réagir à ce que vient de dire Benoît, c'est vrai que la production d'événements dans Live Event, c'était un peu compliqué, la notion de production. Mais bon, la production d'un événement, en soi, ça reste quelque chose de compliqué, de toute manière, si on veut que ça soit de qualité. Mais la réaction que j'ai par rapport à ça, c'est, en tous les cas, la COVID aura fait une sacrée belle job en termes de conduite du changement à l'intérieur de Teams. On est aujourd'hui avec un Teams, quand tu regardes le Teams d'il y a un an, c'est juste énorme les progrès qu'ils ont faits. Puis, ils en ont encore sous le pied là quand on voit ce qu'ils annoncent. Moi, je suis vraiment très impressionné par le développement du produit, quoi. Très, très impressionné. Ouais, j'ai fait un commentaire aujourd'hui. Ben, je me suis fait un commentaire aujourd'hui pendant une des sessions parce qu'il parlait que à cause du COVID, 2020 est devenu l'année du cloud, qu'il y a beaucoup de choses, ça a bouleversé plein de choses. Fait que je me suis dit, les complotistes, là, ils vont dire que c'est Microsoft qui a mis en place la COVID-19 pour faire plus d'argent avec leur cloud. Fait que c'est un commentaire interne que je me suis fait. Et pour qu'on puisse vacciner les gens ensuite, pour qu'on puisse leur mettre une puce 5G. Et leur mettre des puces. C'est ça, 5G. Non, les puces, c'est pas crédible, mais vendre des licences de Teams, par contre, ça se défend. Là. Et sans compter les messages subliminaux, parce que pendant les meetings, vous ne le voyez pas, mais il y a une image de temps en temps qui arrive et qui dit « Achetez Microsoft, achetez Microsoft ». Comme manger les pommes. C'est ça. Le principal enjeu, à mon avis, ça va être tout ce qui est voix, parce que nous, on le voit dans les déploiements. Des gens qui ont des vieux systèmes téléphoniques de certains providers sont en train de basculer tout dans Teams. Et c'est véritablement un enjeu, notamment sur tout ce qui est compatibilité hybride. Quand vous avez des systèmes Cisco pour plugger avec Teams, c'est très compliqué. Enfin, c'est en train de beaucoup bouger. Il y a beaucoup de documentation de la part de Microsoft, mais pour l'instant,
Je pense que il y a beaucoup encore de chemin à parcourir. Je pense que ça va être un des principaux enjeux, parce que nous, on le voit, on a des fois des showstoppers. Quand on déploie 8000 postes, on a des fois des enjeux techniques, mais c'est bien, ils ont fait un gros step en avant. Et je suis étonné, Nicolas, que tu n'aies pas encore parlé d'Yammer sur les. Ça sent bien. On va parler de Viva bientôt, donc. Okay, que vous n'avez pas mentionné dans les nouveautés de Teams, c'est surtout étant donné qu'on est le groupe usager SharePoint, c'est l'onglet d'accueil SharePoint dans Teams maintenant. Où tu vas. Alors la surprise. C'est pas encore là. On peut Vas-y, Vincent. Vas-y. Non, mais j'ai fait une présentation le mois dernier. Il y a 2 mois pour comment ajouter un onglet pour l'accueil SharePoint directement dans Teams. Okay. Mais il faut l'ajouter manuellement. Fait que, mais je sais qu'il y en a un qui s'en. Je pense qu'il y en a un qui s'en vient. Oui, c'est déjà annoncé. C'est déjà annoncé. C'est déjà annoncé. Il y a une page sur le Tech Community qui dit que ça s'en vient. Donc, c'est ça. Et que. N'aie pas peur, n'aie pas peur, Vincent. Je ne vais pas perdre ma job tout de suite. Non, en fait, effectivement, oui, donc tu te retrouves avec un onglet avec le logo de ta compagnie qui arrive dans Teams automatiquement. Et en fait, quand tu cliques là-dessus, ça t'amène sur le site d'accueil de SharePoint de ta compagnie, qui après, lui, utilise tous les hubs, la navigation globale, tout le bazar, etc., qui permet de découvrir les choses plus facilement. Parce que c'est vrai que les gens se plaignaient beaucoup de « Ok, j'ai ouvert Teams, c'est bien, je peux chatter, j'ai toutes les Teams, etc. » Mais je n'ai pas vraiment de page d'accueil ou d'endroit central où me retrouver quand je suis un nouvel employé ou quand je découvre Teams, parce que c'est la première fois que je l'utilise, etc. Non, est-ce qu'on attend avec impatience? Alors peut-être qu'on va voir le visage de Vincent, comment il va réagir. Moi, personnellement, ce que j'attends avec beaucoup d'impatience dans Teams, c'est enfin la possibilité dans une équipe Teams de dire c'est quoi mon onglet d'arrivée. Est-ce que je veux que ça soit la page d'accueil de mon SharePoint en arrière ou est-ce que je veux que ça soit la conversation ou autre chose? Chris, ça serait bien qu'il le fasse, quoi. Vraiment, vous pouvez les... si vous ne pouvez pas le faire, vous pourrez le faire bientôt. Vous pouvez les réordonner, les onglets, on est d'accord. Hein. Il est sur le dog food. Il est sur le dog food, il peut le faire. On peut ordonner les onglets dans la barre de gauche. Ouais. Les onglets dans la barre en haut, on peut les ordonner, mais c'est toujours conversation, fichier. Les deux, eux, ne peuvent pas bouger. Puis c'est toujours par défaut, quand tu arrives dans un canal, c'est toujours conversation qui est là. Parce que Nicolas dit, c'est quand on va cliquer dans le canal, pour un canal spécifique, on voudrait que ça tombe sur l'onglet fichier ou sur l'onglet autre chose par défaut. Ou la page SharePoint. On ne l'a pas vu. Ça, je n'ai pas vu beaucoup. Mais ouais. Je sais que c'est dans les features qui sont demandés, là, mais peut-être pas assez encore. OK. Je vois le temps tourner. Nico doit partir dans 34 minutes. Fait qu'il te reste 34 minutes, Nico, pour parler de Viva. Sinon, je prendrais un ticket à cause du couvre-feu. Donc, pour Viva, on va faire 2 choses. Je vais essayer de vous parler un peu de théorie et puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble un peu dans la pratique, mais je vais vous dire très honnêtement, vous allez être déçus si vous voulez voir toutes les features parce que tout n'est pas sorti. C'est beaucoup annoncé pendant Ignite, mais tout n'est pas encore totalement disponible. Donc, il va falloir être encore un peu patient. Le but, là, c'est de vous parler un peu de ce qu'on a aujourd'hui, ce qui va probablement s'en venir sous forme d'agrégation, et de revenir un peu sur la théorie, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça. Alors, ça va faire sourire Serge, et puis peut-être Vincent et quelques-uns dans le groupe. Je vais ressortir des slides qui datent d'il y a très longtemps, qui parle de l'effort de réseautage dans les entreprises. Donc, est-ce que je peux t'arrêter 30 secondes, Nico? Oui, vas-y, je t'en prie. Moi, ce qui me fascine dans ton chose, là, c'est qu'il y a un web park météo. Là. Fait que ça fait longtemps que je cherchais comment faire un web park météo. Ah, OK. C'était un running gag parce que au lieu du Hello World, on faisait un web park météo. Donc, moi, pour continuer, soyez pas surpris, soyez pas choqués. Je vous ressors des slides qui datent de 2015. Okay? Donc, ça va en faire sourire plus d'un. Je ne sais pas qui est-ce qui tape avec son marteau derrière, mais merci. Donc, c'est des slides qui datent de 2015 que j'avais présentés à European SharePoint Conference en 2015. Et l'intitulé, c'était Build a Knowledge Social Network with Office 365. Donc, c'était l'idée à l'époque. Puis,
ce sur quoi j'avais des réflexions à l'époque. Ok. Donc, on avait un gros problème à l'époque, et puis on l'a toujours, c'est notre fameux Yammer. Ok, on est d'accord, Yammer. Je suis d'accord, je ne vais pas me battre. Tout le monde pense que c'est de la scrap. Je suis d'accord. Ok, je ne vais pas me battre. Mais Yammer, c'est probablement un choix que Microsoft a fait en 2012 dans l'évolution du réseau social d'entreprise. Et on va y venir tout à l'heure par rapport à Viva. C'est probablement un des meilleurs achats qu'ils avaient fait à l'époque, dans la mesure où, encore une fois, je vais me répéter, ils avaient acquis une technologie qui était l'Enterprise Network, le graphe, qui était à l'époque bâti par l'équipe d'Adam Pizzoni, qui avait une vue sur comment est-ce qu'on peut connecter les informations dans la compagnie. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'objets, et ces objets, finalement, ils nous ramènent à quelque chose de très important, qui est d'être capable de capitaliser sur la connaissance, le savoir-faire. Okay. Donc, je vais essayer de juste choisir les quelques slides qui sont les plus importantes. Donc, j'en ai une, entre autres, qui est hyper importante, qui est... Alors, on va juste revenir avant. Donc, qu'est-ce que c'est que le savoir? Qu'est-ce que c'est que la connaissance? Okay. La connaissance, c'est... on le voit, il y a des différentes définitions qui ont été données. J'utilisais déjà ces références-là à l'époque. Donc, c'est vraiment un ensemble de principes et de procédures sur la base d'informations qui ont été acquises au travers du temps. Donc, on a fait apparaître plusieurs concepts là. C'est qu'il faut des procédures, donc il faut être capable de les documenter. Il faut des informations, donc il faut être capable de les conserver. Et il faut être capable d'acquérir à travers le temps, donc de conserver à travers le temps. On avait des gros problèmes jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que quand l'acquisition a été faite en 2012, on n'était pas encore dans le cloud. Rappelez-vous, 2012, on commençait tout juste à arracher l'Enterprise Network, le Social Network de SharePoint pour le remplacer par Yammer. On n'en était pas là. Mais Yammer était déjà une entreprise dans le cloud à l'époque, si vous vous souvenez. Et le gros avantage de ça et du cloud, encore une fois, c'est les fameux 3V ou 5V, selon ce qu'on veut dire en termes de big data. Donc, vélocité, le type de variété, la variété des données, donc qui peuvent être très hétérogènes, donc les notions de big data, et surtout le volume. D'être capable de conserver en volume d'énormes quantités de données sur des coûts qui sont beaucoup moins importants que ceux qu'on avait auparavant dans les entreprises. Donc ça a l'air de rien, mais cette capacité, cette aptitude, elle permet aujourd'hui de pouvoir envisager de conserver des choses, non pas sur 1 an ou 2 ans, ou sur quelquefois 3 ans, mais sur 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Okay. Donc ce qu'on veut, c'est d'être capable de capitaliser le savoir-faire des collaborateurs. Et particulièrement parce que ça fait déjà 10 ans qu'on le dit, et ça, c'est vraiment quelque chose de réel, on le mesure dans les entreprises, les baby boomers, les boomers, quand ils quittent les entreprises, il n'y a pas de transfert de compétences qui est fait. Là, c'est une réalité encore plus en France qu'au Québec, je vous le dis là pour l'avoir vécu. À 45 ans, 50 ans, en France, tu ne sers plus à rien. Okay. À 50 ans, globalement, tu commences déjà à faire tes cartons parce qu'à 54 ans, il va falloir que tu te décalisses. Okay. En gros, c'est à peu près ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là, à 55 ans, coûtent trop cher par rapport à des jeunes collaborateurs qui vont rentrer plein de fougue, plein d'énergie, qui vont être capables de tout reconstruire du sol au plafond, mais qui vont pouvoir le faire pas cher. Donc, on a des employés qui ont une forte connaissance, mais qui coûtent très cher et qui souvent ne veulent pas bouger. Parce que ceux-là, ils ont des processus et puis c'est comme ça ne bouge pas, il ne faut pas changer en dehors, il ne faut pas aller en dehors de la boîte, ce n'est pas comme ça que ça marche. Puis de l'autre côté, à l'opposé, des milléniaux, voire même des plus jeunes que les milléniaux maintenant, qui arrivent et qui veulent tout casser. Okay. Eux, ils veulent tout refaire, repartir de zéro, tout ça, l'historique, c'est de la marde, et puis voilà. En gros, c'est à peu près ça. Donc là, c'est cette réalité-là qui fait que les boomers, aujourd'hui, quand ils partent, ils partent souvent avec la connaissance. Et on se rend compte, parce que les milléniaux ont appris ça depuis les 10 dernières années, quand ils ont un peu évolué, les milléniaux, quand ils arrivaient il y a 10 ans, ils disaient « Ah, tout ça, c'est de la marde ». Puis maintenant, ils commencent à dire « Ah ouais, mais il faudrait faire comme ça. Ah ouais, mais c'était pas comme ça qu'ils faisaient, machin, avant de partir ?» Ben si, c'était comme ça qu'ils faisaient. Puis là, maintenant, il est parti, machin. Donc là, il va falloir recréer le savoir-faire, recréer la connaissance. Le problème, c'est que la valeur d'une compagnie, la valeur réelle d'une compagnie, elle se gère sur la qualité des produits et la capacité à livrer. Elle se gère pas juste sur un carnet de commandes. Moi, si j'ai une entreprise demain qui a 5 millions en commandes, mais qui n'est pas capable de délivrer, je vais avoir un sacré problème.
puis ma valeur, elle est nulle. Je suis capable de vendre du blabla, ce que je sais faire très bien d'ailleurs, vendre de l'air, mais il faut livrer en arrière. OK ? Donc, souvent, ce qu'il faut, c'est être capable d'avoir des systèmes, des procédures qui vont être capables de conserver les données. Depuis, alors c'était en 2015, hein, donc ça fait maintenant 25 ans, un peu plus. Depuis 25 ans, le document était considéré comme la référence. C'est-à-dire qu'on mettait tout dans des documents et on classifiait tout ça dans des documents. Sauf qu'on est arrivé avec des volumes documentaires complètement monstrueux. OK ? Donc, génial, on a créé le machine learning, on est capable maintenant sur de la donnée non structurée d'aller chercher des documents et de faire de l'analyse en temps réel sur des tendances qui se trouveraient à l'intérieur des documents et donc d'extraire des informations. Super. Est-ce que ça résout mon problème ? Ben non, parce que ça permet d'extraire des informations. Mais il reste encore toute une logique en arrière pour pouvoir apporter l'expérience. C'est-à-dire qu'un document explique des informations, mais ne fait pas référence à l'expérience, à l'expérimentation. Et la seule information où on peut récupérer l'information d'expérimentation, c'est le réseau social. C'est la façon dont on va pouvoir utiliser Yammer pour pouvoir justement conserver l'expérimentation. Je résume. Le knowledge, la connaissance versus le savoir-faire. Okay ? Donc, on a des documents, plein de documents. Ça, c'est ce qu'on fait depuis des années dans Lotus Notes. C'est super, on est hyper fort là-dessus. On a évolué de Lotus Notes vers SharePoint, c'est génial. On a des documents par nature. C'est vraiment ce qu'on appelle un document par nature, qui contient des informations. Donc, vraiment les informations qui vont être contenues dans le document. Ces informations, elles doivent être structurées. Donc, on lui apporter du sens, de la structure. Okay ? Donc ça, grâce à des moteurs de sémantique, on va être capable de comprendre les informations qui sont contenues dans un document. Sans la couche sémantique, on est incapable de savoir de quoi parle un document. On est d'accord que je ne sais pas quels mots vont être les plus importants dans un document si je n'applique pas une couche sémantique. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui va me permettre de récupérer de la connaissance. Okay ? Cette fameuse connaissance, ce sont mes topics. Les fameux topics dont on parle dans Viva Topics, ce sont mes fameux topics que je vais pouvoir extraire et sortir directement comme étant des informations, mes fameuses métadonnées. Vous savez, ça fait à peu près 20 ans que j'entends parler de métadonnées, réussir à faire des métadatas partout dans SharePoint, des enterprise metadata, c'est super. À l'époque, d'ailleurs, Microsoft avait fait un truc qui était assez brillant. L'année où ils ont arraché les solutions de réseaux sociaux pour les remplacer par Yammer, quand vous cliquiez sur un mot dièse dans les réseaux sociaux de Feu 2012 qui n'est jamais sorti, de Enterprise Social Network, quand on cliquait sur un mot dièse, on allait directement sur une page, la page SharePoint qui permettait de présenter le mot dièse. Et cette page, à quoi elle ressemble ? Ben, on va le voir tout à l'heure, ça ressemble étrangement à ce qu'on fait dans Topics. Donc, rappelez-vous, par nature, ma devise, elle est toujours la même, Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, particulièrement dans l'informatique. J'en reviens sur mon schéma avec mes topics, mes knowledge. Ça, eh ben, ça ne suffit pas à des knowledge, ça ne suffit pas à du savoir. Il va falloir maintenant que je fasse avec. Donc, il va falloir que j'applique ça, que je compare mes fameux topics, mes fameux knowledge, avec ma logique, ma mémoire, ma capacité à comprendre et surtout l'emotional knowledge. Ça, c'est hyper important et c'est quelque chose qu'on vient de découvrir particulièrement depuis mars 2020. Depuis mars 2020, on a compris que les gens, il ne s'agissait pas de leur fourrer des informations dans le crâne pour qu'ils puissent travailler. Il faut qu'ils puissent... Il y a une émotion autour du travail. Les gens sont faits de telle manière à que, justement, on va concevoir, on va prendre le savoir et on va le comprendre à notre manière grâce à notre capacité de compréhension émotionnelle. Okay ? Donc, c'est ce qu'on va éprouver par rapport au savoir. Et tout ça, ça génère de l'expérience. Over and over, tout ça, c'est l'expérience. Ça permet de rentrer dans une boucle. Ça ressemble à quoi, les boucles, souvent ? À ce qu'on fait avec du machine learning. Bon, là, on ne le fait pas avec du machine learning. Pour l'instant, on le fait encore avec des humains. Est-ce qu'on pourra remplacer cette boucle d'expérience après par du machine learning ? La réponse est oui. C'est là où Microsoft s'en va avec Cortex. Cortex, c'est exactement ça. D'être capable de récupérer les informations qui sont dans Teams et dans toutes les interactions qui sont dans Teams pour être capable de créer une boucle d'apprentissage, donc grâce au mécanisme d'apprentissage automatisé, pour générer un apprentissage de l'expérience. Et sur la base de l'expérience, on est capable d'avoir notre savoir-faire. C'est tout simple, c'est ce qu'on veut. Et le savoir-faire, qu'est-ce que c'est ?
Le savoir-faire, c'est de la production. Et la production, qu'est-ce que c'est? C'est du cash. C'est ça qu'on veut. Donc, soyez pas dupes avec tout ce qu'on fait aujourd'hui dans Office 365. Le but, c'est de générer de la valeur. Comment est-ce qu'on peut générer de la valeur à partir de nos fameux documents? Donc là, on part de loin. Le message est, on part vraiment de très très loin. Mais le but, c'était vraiment de vous expliquer à quoi ça sert. Et dans notre contexte à nous, les sources, elles sont multiples. Et puis là, ça va faire sourire Vincent, je pense. C'est là que le graphe prend toute son importance. On voit le graphe comme juste un ensemble d'API qui permettent d'accéder aux données. Et là, Vincent, interromps-moi si jamais je dis des bêtises. Le graphe, on le voit comme un ensemble d'API qui permettent d'accéder aux données. Donc, comme on est en mode graphe, on peut faire des requêtes sur nos fameuses API de n'importe quel node, de n'importe quel nœud. On va juste parcourir les différentes arêtes, les différents edges, pour pouvoir accéder et avoir l'entité complète qui répond à notre requête. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on fait avec Graph aujourd'hui. Mais Graph, ça va quand même beaucoup plus loin que ça. C'est que c'est la préparation à une vision en mode Graph Database d'un ensemble d'informations qui, pour l'instant, n'était pas en version Graph Database. On était encore en version SQL. Votre serveur SharePoint Online, aujourd'hui, les informations sont, je me trompe peut-être, mais probablement encore stockées au travers d'un serveur SQL quelque part, ou au moins d'une couche SQL. Même si c'est du blob en arrière et que c'est optimisé dans du blob storage, ça reste encore au travers d'une couche SQL, donc base de données relationnelle. On n'est pas encore dans un modèle graph. Et puis, Microsoft travaille énormément à côté dans la recherche, parce qu'au début, ils n'avaient pas de moteur Hadoop, et maintenant, ils ont un moteur Hadoop qui leur appartient. Okay? Ils ont travaillé sur Synapse. Synapse, si jamais vous avez jamais regardé Synapse, c'est le nouveau data warehouse. Donc, en gros, la capacité à pouvoir analyser les données le plus rapidement possible. Et l'avantage de Synapse, c'est que ça fonctionne comme Hadoop, sauf que ça n'utilise pas, par exemple, Spark pour HD Insight. On utilisait avant HD Insight, qui utilisait les clusters Spark pour pouvoir processer les données, analyser les données. Grâce à Synapse, on utilise le moteur de SQL pour pouvoir justement processer les données. C'est une technologie propriétaire à Microsoft. Et Synapse va permettre de pouvoir analyser les données qui vont être conservées en plus avec un Cosmos DB aujourd'hui qui est compatible avec les API de Gremlin, par exemple. Donc, on a plein de technologies qui arrivent et qui permettent d'avoir vraiment des visions sur comment est-ce qu'on va valoriser ces informations-là. Ça, c'était pour le background. Je ne vais pas vous embêter plus. C'était la théorie. Je sais pas, est-ce que ça fait du sens? Encore une fois, c'est des slides de 2015. Hein. Oui, mais je pourrais aller un peu plus loin que ça. Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé avec SharePoint 2007? Dans SharePoint 2007, il y avait un produit que Microsoft a sorti très temporairement qui s'appelait le Knowledge Network, qui était un add-on de SharePoint 2007. Fait que c'est pas la première fois que Microsoft se lance dans ces choses-là, mais c'était vraiment pas autant élaboré. Le Knowledge Network dans 2007, c'était vraiment les connaissances, mais il allait fouiller dans les emails, il allait fouiller dans les profils et le moteur de recherche pouvait te dire qui connaît quoi, puis il connaît à propos, et puis il connaît qui aussi. Fait que, mais là, c'est vraiment cool là, ce qui s'en vient de pouvoir apprendre aussi des documents. Ma question, ce serait probablement pour que l'engin puisse apprendre des connaissances et qu'il soit vraiment efficace. Est-ce que ça va prendre des millions de documents puis des milliers de personnes? Mettons, si on parle d'une petite entreprise de 50 personnes ou de 150 personnes, comment il va apprendre le Knowledge Network? Alors, excellente question. En fait, il va y avoir, comme dans toute logique de machine learning, il va y avoir deux vitesses. Il va y avoir des services cognitifs ou des services de machine learning, donc des services Viva, qui vont arriver out of the box et qui vont bénéficier de l'entraînement, du moteur d'entraînement qui aura été entraîné sur les données de Microsoft. Donc, eux, ils vont utiliser leurs données, parce que ça leur appartient, pour préprocesser entraîner des moteurs d'apprentissage automatisé pour ensuite pouvoir l'appliquer directement aux données de l'entreprise quand elles vont se présenter dans ton environnement. Donc, en gros, l'entraînement du moteur d'apprentissage ne se fera pas sur tes propres données, mais se fera sur les jeux de données qu'utilisera Microsoft à côté. C'est déjà quelque chose qu'ils font dans AI Builder, par exemple, sur de l'OCR ou sur de la reconnaissance de factures. C'est pas fait
le moteur n'est pas entraîné sur tes propres données à toi, c'est entraîné sur des jeux de données qui sont générés par Microsoft et stockés par Microsoft. Okay, donc ça, en plus, c'est de l'IP. Soyons clairs, c'est énorme parce que c'est de l'IP pour Microsoft. D'être capable d'avoir son propre algorithme entraîné sur ses propres jeux de données, ça veut dire qu'ils sont capables de vendre ça comme de l'IP pur. Donc, tu vas juste le consommer, payer une licence pour pouvoir consommer ce service-là, que tu n'as aucun moyen de créer à côté, sauf de rassembler plusieurs terras de données et de l'entraîner toi-même. Okay, donc, tu vas avoir d'un côté un moteur préentraîné que tu vas pouvoir appliquer pour les petites compagnies et probablement, après, on ne sait pas encore quand, peut-être qu'il y a des bêtas qui sont déjà ouvertes, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais probablement qu'il y a toujours un moyen dans les boucles de machine learning de venir réentraîner ton modèle. Donc là, quand tu vas dans du deep learning, par exemple, tu es capable d'aller insérer des couches à l'intérieur de ton modèle de deep learning pour pouvoir venir justement réinsérer des boucles de rétroaction par rapport à des données réelles, à des données supplémentaires ou à des modèles que tu changerais en fonction de certains un modèle sémantique, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, je n'ai pas le détail, je ne suis pas un scientifique non plus, mais je vois un peu à quoi ça pourrait ressembler. Vincent, encore une fois, si je dis des bêtises, tu m'arrêtes. Mais est-ce que ça répond à ta question? Non, c'est... Oui, c'est beau, Nico. Oui, Vincent, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez accès dans Outlook à la fonctionnalité qui vous permet de vous aider à taper vos emails ou pas? Enfin, je pense que si vous l'avez accès, ça serait uniquement dans Outlook Web. Donc, si vous utilisez Outlook Desktop, vous ne la verrez pas. Moi, je ne l'utilise pas en tous les cas, donc je ne peux pas dire. D'accord. Toujours est-il que pour toutes ces choses de machine learning, etc., et d'aide à l'utilisateur pour sa productivité, à chaque fois, vous allez voir surfacer des questions de type est-ce que l'aide a été pertinente ou pas? Est-ce que ce qu'on vous a suggéré, c'était pertinent ou pas? Ce genre de choses. Et en fait, c'est ça en fait, qui va servir à réentraîner ton modèle derrière. C'est que eux, de manière, enfin, les data scientists qui bossent dessus de manière automatisée et de manière statistique, ils se servent de ces données de feedback-là pour savoir si leur modèle est correctement entraîné ou pas, et pour pouvoir refaire un score derrière et pouvoir le réentraîner vis-à-vis de ce score-là et pas vis-à-vis de ce qu'ils avaient fait à la base. Et donc, c'est comme ça que le modèle va s'améliorer de manière continue, en fin de compte. Oui, c'est le principe de la télémétrie, effectivement. Ouais. Non, mais ils utilisent la télémétrie comme gradation pour leur modèle neural, en fin de compte. Ouais. Mais on pourrait, ça pourrait être un sujet, si jamais ça intéresse certains d'entre vous, là, de parler de ces boucles-là. Comment est-ce que vous pourriez même utiliser AI Builder aujourd'hui pour commencer à directement intégrer certains algorithmes, y compris dans SharePoint, au travers de Power Apps. C'est-à-dire qu'on peut très bien aujourd'hui, comme je l'ai aujourd'hui dans mon portail ici, là, j'ai une application Power Apps qui est utilisée pour faire mes feedbacks. Donc, je gère tous les problèmes qui apparaissent dans la compagnie et je donne la possibilité à mes clients d'ajouter des nouveaux rapports si jamais il y a un problème avec une porte qui grince, n'importe quoi. Donc, c'est ce genre d'application en arrière peut très bien être connecté sur un AI Builder si jamais vous le souhaitez et pouvoir venir réentraîner ou venir consommer un modèle qui aurait déjà été entraîné au préalable. Donc, si jamais ça vous intéresse de parler de sujets comme ça, mettez-le dans le chat. Avec Serge, on pourrait organiser des démos sur ce genre de choses. Donc, je reviens sur mon fameux Viva. Et donc, qu'est-ce que c'est que Viva? Viva, en fait, c'est 4 choses. C'est 4 choses. Et je vous ai partagé un document dans la conversation un peu plus tôt. Donc, je vous ai partagé ce que nous, on a reçu comme information aussi. Hop, là, c'est pas ça que je cherche. Je vais la retrouver. Donc, c'est 4 choses finalement qui sont proposées. Le premier, ça va être connexion. Donc, Viva Connexion, c'est ce qui va vous permettre de justement interconnecter les utilisateurs entre eux. Et ça, il n'y a pas de nouveauté là-dessus. On est d'accord que la connexion des utilisateurs, ça fait quand même un moment qu'on le fait. Mais, OK, non. OK, je ne vais pas passer par là, tant pis. Donc, Viva Connexion qui va permettre de connecter mes utilisateurs, mais qui va beaucoup s'appuyer sur Yammer. Yammer pour pouvoir fonctionner. Donc, Yammer, que tout le monde... Wouhou! Ouais, OK. Je veux dire, à un moment, mettez-vous en tête que si Microsoft a créé un Yammer V2,
À votre avis, est-ce que c'est pour le mettre à la poubelle dans quelques mois? À votre avis, est-ce que Microsoft aurait dépensé des milliers de dollars pour moderniser son Yammer si c'était pour ne rien en faire? Est-ce que ça ferait du sens? On est d'accord que non. Donc, Yammer va forcément être utilisé en arrière. Donc, ce qu'on va voir de plus en plus, c'est Yammer qui va venir s'intégrer avec Teams. Okay? Ce qui manque dans Teams aujourd'hui, qu'est-ce qui manque dans Teams? La capacité, on peut citer les gens. Okay? On peut citer les gens dans les conversations, c'est super intéressant, mais quand vous utilisez Teams, et là, c'est une discussion ouverte, hein, moi, le premier, en tous les cas, plus de 10 personnes dans un groupe Teams, là, ça devient la cacophonie au bout d'un moment. Franchement, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Personnellement, je trouve que Teams n'est pas forcément super adapté pour ça pour l'instant. C'est super parce que j'ai l'application web, l'application mobile, pardon, c'est génial parce que j'ai tout, mais c'est vraiment pas facile, ne serait-ce que par le fait que je suis entre plusieurs environnements, donc plusieurs tenants dans Teams. Il faut que je switch d'un environnement à l'autre, d'une organisation à l'autre, c'est compliqué. Okay? Vous avez vu arriver il n'y a pas très longtemps un nouveau basculement, un nouveau modèle de basculement entre organisations dans Teams. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à un truc qui était les fameux networks dans Yammer? Parce que ça y ressemble vraiment. La capacité à pouvoir, directement depuis l'interface, de basculer d'une organisation à l'autre en passant par le profil, ben, soyez curieux, allez voir dans Yammer. Les fameux networks, les external networks, qui sont renommés maintenant en network, tout simple, en réseau, ben, c'est justement ces fameuses organisations avec lesquelles je vais pouvoir me connecter. Parce que c'est bien de travailler en interne, mais dès lors que je veux me travailler avec quelqu'un de l'extérieur, comment est-ce que j'ai les informations sur la personne de l'extérieur? À part l'annuaire qui va me donner quelques informations, donc je vais avoir le nom de la personne, mais je veux plus que ça. Je veux vraiment avoir plus que ça. Je veux savoir qui il est, d'où il vient, sur quoi il a travaillé, etc. etc. C'est ça dont j'ai besoin. Connexion, Viva Connexion, c'est la connexion au sens large. Donc, bien sûr, on a toujours l'annuaire AD qui est en arrière qui va sécuriser les données. On a les annuaires AD qui sont tous interconnectés maintenant et qui permettent, grâce à l'accès externe, de pouvoir inviter des gens externes à votre entreprise dans les Teams. Mais on veut aller plus loin en termes de collaboration. On veut vraiment aller plus loin. Et entre autres, c'est bien de pouvoir citer une personne dans une conversation. Mais moi, je veux citer des topics. Je veux pouvoir ajouter des tags dans ma conversation. C'est ça que je veux. Et Viva Topics, c'est exactement ça. Viva Topics, c'est nos fameux Manage Metadata dont on rêve depuis 30 ans, qu'on a eu du mal à mettre en place, qui étaient difficiles à maintenir. Eh bien là, ce que Microsoft propose de faire, c'est d'avoir un environnement qui va les gérer pour moi. Donc, pour le faire, il suffit tout simplement, vous pouvez le faire sur votre tenant de test, bien sûr, pour l'instant. Vous allez directement ici dans le setup. Donc, vous avez dans votre setup de votre Office 365, et dedans, vous allez voir deux choses qui sont déjà arrivées. Premièrement, on en a un peu parlé tout à l'heure par rapport à mes fameux documents, c'est la capacité à pouvoir identifier les documents. Donc, être capable de dire, est-ce que c'est une facture? Est-ce que c'est un document technique? Est-ce que c'est un document de comptabilité? Tout ça, là, j'ai besoin de savoir ce que c'est que mes documents. Donc ça, le fameux Content Understanding, qui est déjà disponible ici, que vous pouvez activer dans votre tenant. Ça prend des licences, ça prend $5 par utilisateur, et ça inclut automatiquement le processing dont la machine va avoir besoin pour processer vos documents. Je vous avais un peu déjà démontré comment ça fonctionnait. C'est le fameux syntaxe, la première livraison qui a été extraite du projet Cortex. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment est-ce que je fais pour prendre les informations qui sont dans mon document et identifier mon document avec ce fameux contexte syntaxique, d'être capable de comprendre ce que c'est que le document. Vous vous souvenez de cette première étape? C'est exactement ça. Donc, ce qu'on est capable de sortir, c'est notre document, on est capable de savoir ce que c'est. Je suis capable d'être capable de sortir des informations de dedans. Vous vous souvenez de la démonstration qu'on avait faite, être capable de sortir dans le fichier, dans la table Excel, dans la bibliothèque, des colonnes avec les différentes informations extraites du document. Ça, c'est super intéressant, mais c'est juste des documents, c'est juste des informations dans un tableau. C'est le fun pour faire des démonstrations et faire le malin sur le stage, mais en termes d'usage pour une entreprise, c'est quand même un peu limité, quoi. Par contre, maintenant, imaginez d'utiliser les informations qui seront extraites des documents, d'analyser des tendances donc, sur les informations qui vont sortir et de créer automatiquement mes fameux topics. Donc ça, je vais utiliser le Connect People to Knowledge, qui est un topics qui vient d'être livré, qui est notre fameux Viva Topics. Donc si vous allez dedans, vous allez pouvoir l'utiliser, vous allez pouvoir l'activer. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur le licensing. On a juste l'information que ça marchera pour l'instant un peu comme Syntex, mais il y aura des mises à jour dans les prochaines semaines, je pense, dans les prochains mois.
Si vous allez dans l'assistant ici de configuration, vous allez avoir quelque chose qui va vous guider sur ce qu'il va falloir mettre en place. Où est-ce que vous allez découvrir les topics? Par défaut, vous allez pouvoir découvrir les topics dans tous les sites. C'est-à-dire que lui, il va donc utiliser ce fameux moteur de recherche intelligent pour aller parcourir non seulement mes sites, mes pages, mes documents qui s'y trouvent, les images qui vont s'y trouver, etc., etc. Lui, c'est gargantua, là. Il va tout prendre. Il va prendre tout ce qu'on lui donne. Donc, il va prendre toutes les informations qu'on lui donne et il va être capable d'aller, de manière assez sauvage, d'aller chercher à l'intérieur. OK ? Donc, on peut exclure des topics. Par exemple, on va trouver comme certains topics un peu sensibles ou des choses comme des noms de clients, par exemple, qu'on ne voudrait peut-être pas inclure tout de suite. Donc, on peut exclure des topics en fournissant un fichier CSV pour l'instant avec un ensemble de topics qu'on voudrait exclure. Ensuite, on va définir la visibilité. Qui peut voir les topics? Parce qu'on n'a pas envie que tout le monde puisse voir peut-être tous les topics. Donc, ici, on va définir qui dans l'entreprise doit voir les topics ou pas. Donc, ça, c'est au niveau général. Okay? Qui a le droit de voir les topics, les propositions. Donc là, par défaut, vous allez proposer tout le monde dans l'organisation ou peut-être juste un petit groupe d'individus pour tester la feature. Ensuite, vous allez gérer qui gère justement les permissions sur les topics. Donc, à chaque fois qu'un sujet va être créé, qu'un fameux hashtag va être créé, eh bien, je veux savoir qui est-ce qui va être capable de l'éditer, qui est-ce qui va être capable de le créer, et éventuellement qui va être capable de l'accepter ou de l'amender, de le vérifier. Okay? Donc, il y a une notion de créateur, de l'édition, et puis une notion éventuellement de révision sur le topic. Okay? On en est au début. Il y aura probablement, ça sera un peu plus complexe, plus construit par la suite, mais pour l'instant, c'est une première version qui roule plutôt pas mal. Et la dernière étape, c'est de définir notre topic center, donc notre site SharePoint, parce que c'est juste un site SharePoint, où je vais conserver les pages qui décrivent mes topics. C'est juste ça. Donc, un peu comme un hub qui va me permettre d'avoir les content types. Donc ça, c'est pour la partie reconnaissance automatique de documents. Vous savez qu'on peut automatiquement extraire les content types et le mettre dans le content type hub qui maintenant est disponible au niveau de l'administration SharePoint. Ben, je vais avoir un topic center qui, lui, va conserver toutes mes pages qui font référence à les fameux topics que je vais avoir dans l'entreprise. Donc, c'est exactement la façon dont ça marche. Et si jamais je regarde ici, mon topic center, donc je vais me rendre ici dans mon topic center, j'ai juste un site SharePoint, pour l'instant, assez basique. Le Get Started, vous arrivez sur une page qui vous permet d'expliquer un petit peu comment vous pouvez vous lancer là-dedans. Il n'y a pas grand-chose d'explication pour l'instant. Ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Ignite n'est pas encore passé. Ça va venir juste après. Là, vous allez pouvoir créer vos différents topics. Vous pouvez les créer manuellement. Mais là où c'est super le fun, c'est que je vais pouvoir ici gérer mes topics et je vais pouvoir demander au système de les trouver automatiquement. Donc, automatiquement, là, sans rien faire, sans rien toucher, SharePoint va aller parcourir tous les sites que je lui ai donnés. Il va aller se baser sur le mécanisme, il va aller consommer toutes les sources qu'il peut et il va sortir les topics que lui a identifiés. L'avantage de ça, c'est qu'automatiquement, je me retrouve avec mes fameuses pages qui vont être des pages. Par exemple, j'ai créé 2 pages pour vous donner un exemple. Okay? Donc, j'ai ma fameuse page de mon nouveau produit, Mark 8, qui est un nouveau produit sur lequel on est en train de travailler. Et je vois ici, j'ai l'image qui a du mal à s'afficher, c'est pas grave. Donc ici, c'est une page. Je peux l'éditer exactement comme je le fais avec une page. Là, j'avais ajouté une image, mais je crois que c'était une mauvaise idée. Okay. Donc c'est exactement ma page standard. J'aurais juste aimé, voilà, mon image vient de s'afficher. Donc c'est ma page qui me permet de décrire ce que c'est mon produit et de donner des noms alternatifs, donc éventuellement des hashtags qui pourraient être des équivalences. Là, ça va être très pratique quand on va parler des langues, par exemple. Donc, ça va être assez intéressant pour pouvoir créer des interconnexions dans la couche dans la sémantique de votre business. Une description courte, et ensuite, vous avez une page qui donne une description longue, la description que vous voulez. Là, ce qu'on est en train de faire, vous vous rappelez, Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous êtes en train de recréer un wiki, finalement. Le fameux wiki qu'on a amené en SharePoint 2012, il me semble, le modèle wiki, si je ne me trompe pas. Donc, le fameux wiki avec les doubles croches, être capable de faire des liens, interconnecter tous les objets, etc. Oui, c'est bien. Et ça marche toujours, by the way. Si jamais vous faites je vais y arriver. Voilà, si jamais je fais mon double croche, je peux toujours utiliser mon modèle wiki qui est en arrière.
On est dans le modèle wiki SharePoint standard. Mais ça, je suis obligé de le faire manuellement. Je suis obligé d'indiquer manuellement mon lien, après mon pipe, l'inscription que je veux voir apparaître, et je vais fermer le double croche. Donc ça marche très bien, mais je suis obligé de le faire manuellement. Ben là, ce que va faire Topic, c'est qu'il va identifier les mots-clés que vous avez indiqués ici, n'importe où à l'intérieur de vos sites. Et il va vous permettre de faire apparaître l'information lors du survol. Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore disponible. Pour l'instant, quand on regarde un peu dans le code de la page, peut-être que Vincent, lui, il a le droit dans son Dogfoot, probablement, mais nous, dans nos tenants, on a, pour l'instant, en tous les cas, moi, je n'y ai pas accès. Et quand je regarde le JavaScript de la page, j'ai un certain nombre d'erreurs qui remontent, mais ce n'est pas grave. Donc, dans ma page, je vais pouvoir indiquer des personnes qui sont des références par rapport à mon produit. Je vais pouvoir indiquer des documents qui sont des références, donc des documents qui sont la fiche d'inscription, la fiche de produit, bref, tous les détails sur peut-être la procédure. Donc, je vais pouvoir insérer ici, comme je le fais dans n'importe quelle page SharePoint, je vais pouvoir insérer un nouvel objet et insérer ici le détail de mon processus sur le traitement d'un problème ou le traitement d'une facturation ou n'importe quoi. Donc, c'est vraiment détailler le sujet sur lequel on est en train de parler. Et en dessous, on est capable de pouvoir mettre des liens relatifs vers des sites qui vont améliorer ou qui vont ajouter de l'information et qui sont des sites reconnus comme fiables, forcément. Donc, n'importe qui va arriver dans la compagnie, qui va nommer Mark 8 dans un site SharePoint ou dans une conversation, parce que ça vient directement dans Teams, ça va automatiquement apparaître. Et c'est là où, justement, ça n'apparaîtra, il me semble avoir vu ça, c'est encore à confirmer, ça ne va apparaître que dans les conversations Yammer qui seront intégrées à Teams. Ça veut dire que quand vous allez intégrer une conversation Yammer dans Teams, vous verrez apparaître votre topic qui apparaîtra, qui sera surligné et sur lequel vous pourrez réagir dans Teams. Ça reste encore à confirmer. Comme ce n'est pas encore disponible, je dois encore le tester. Mais c'est ce que j'ai cru voir. Donc là, on peut avoir à terme une vue en mode graphe, finalement, en mode graph database de tous nos objets, de tous les sujets qui tournent autour de Mark 8. Ça, Vincent, ça fait longtemps que j'en parle. Ça fait longtemps que je rêve de ça. Tu te rappelles de ce fameux mind mapping? Oui, on y est. Ça fait très longtemps, effectivement. On y est. C'est le fameux mind mapping. Là. Je me souviens d'un MVP Summit il y a peut-être 4 ans ou 5 ans. On avait eu un meeting avec quelqu'un de l'équipe produit. On parlait de mind mapping. Comment réaliser un mind mapping à partir de knowledge. That's it. On l'a. On est dedans. Donc, réaliser un mind mapping autour d'un sujet en particulier. Ce qui va être génial, ce que je prédis, attention, je m'engage, je le prédis. Connexion, donc Viva Connexion, va permettre de faire la même chose, mais pas sur les produits seulement, mais aussi sur les interactions que vous allez avoir avec les gens. Donc, d'avoir un mind mapping dans votre journée, de savoir tout ce que vous avez fait, avec qui vous êtes connecté, avec qui vous avez interagi, avec qui vous avez parlé de quel et tel produit ou tel et tel problème. Donc, connexion à terme, ça va devenir un espèce de moyen de pouvoir amplifier finalement les communications à l'intérieur de la compagnie. C'est, à mon avis, le terme, le but. Pour l'instant, je pense qu'on n'y est pas encore. Je pense que ça va se réduire à juste des interconnexions, mais c'est ce qu'on voulait faire avec notre fameux Social Knowledge Network. C'est vraiment l'idée. Donc ça, c'est Viva Topic qui permet ici de décrire les topics. Une fois que ma page est publiée, c'est cette partie-là qui ne marche pas, c'est un peu plate. Alors, je vais quand même vérifier. J'ai glissé ici dans une information. J'ai cité le produit Mark 8, mais quand je me déplace dessus, c'est plate, il n'y a rien. Okay. Donc, pour l'instant, cette partie-là n'est pas encore, je crois, pas encore livrée, ou peut-être que j'ai mal fait quelque chose, c'est possible. La partie intégration Yammer dans Teams, qui va permettre d'avoir la conversation Yammer directement dans Teams et d'avoir ces sujets-là qui arrivent dedans, je n'ai pas trop joué avec non plus, mais parler de Viva Topics, en tous les cas, c'est de ça dont on veut parler. OK? Donc là, je vous ai fait vraiment brosser Viva Topics, tout ce que j'en ai pour l'instant, qui probablement évoluera dans les prochaines semaines. Dans Viva, on a donc 4 produits, j'ai dit. J'ai parlé de connexion, j'ai parlé de topics, il m'en reste 2. Il y en a un, c'est Insights, et l'autre, c'est Learning. Donc Learning, vous avez déjà tous vu Office 365 Learning Path. Donc c'est comment est-ce que je vais pouvoir intégrer Learning Path dans mon processus et comment est-ce que je vais pouvoir connecter mes différentes personnes
à des compétences qui vont être expliquées dans Learning Path. Je m'explique. Pour travailler depuis déjà 2 ans maintenant avec LinkedIn Learning, donc j'ai eu l'occasion de discuter avec eux, je leur dis, mais je ne comprends pas, là, pourquoi est-ce que Microsoft, ils ont une source d'information dans LinkedIn Learning qui est incroyable. Nous, ce qui nous manquerait, c'est d'être capable de rattacher les compétences. Dans une vidéo, nous, on nous demande de faire un enregistrement de vidéo de 3 minutes dans la LinkedIn Learning. L'avantage, c'est que quand on fait de la formation, on essaie d'avoir une vidéo de formation qui touche un seul sujet, qui touche donc des compétences simples, faciles à détailler. Une vidéo qui dépasse les 3 minutes, qui dépasse même les 5 minutes, ça veut dire que vous mélangez plusieurs concepts. Donc, un utilisateur, un apprenant, va avoir du mal à comprendre les concepts. Il va avoir du mal à trouver la vidéo. Rappelez-vous la règle pour tout ce qui est tagging à l'intérieur d'une entreprise, donc tout ce qui est utilisation de topics, c'est jamais plus de 3 tags sur un document. Jamais plus de 3 tags. Au bout de plus de 3 tags, ça veut dire que on n'est plus capable de définir le document. On n'est plus capable d'indiquer ce que c'est trop diffus, c'est trop complexe. Donc, 3 tags maximum, c'est ce qui permet donc de définir mieux le document. Viva Learning, je ne l'ai pas vu pour l'instant, parce qu'on ne l'a pas vu pour l'instant, mais c'est d'utiliser le Learning Pathway qui a été développé, d'intégrer à l'intérieur tout ce qui a été développé dans Microsoft Learning, LinkedIn Learning qui sera disponible directement au travers de Viva Learning, et qui permettra directement depuis Teams de vous dire « Ah bah tiens, tu as un peu de temps cette semaine dans ton temps libre, tiens, je t'ai trouvé une formation qui dure 10 minutes, ça va te permettre d'en savoir un peu plus sur Power Automate Desktop, par exemple. » Donc, c'est typiquement le genre de choses que vous allez voir arriver dans Viva Learning. C'est comment est-ce que je peux connecter le savoir-faire, la compétence d'un individu à éventuellement la compétence acquise, mais éventuellement la compétence en cours d'acquisition. Et d'être capable de lui proposer des learning paths à l'intérieur de la compagnie pour être capable de grandir. OK? Et basé sur tout ça, pour baser tout ça, je vais juste finir très vite, excuse-moi, parce que il est 45. Je regarde l'heure, j'allais t'interrompre là, parce qu'il est 45. Je vous montre juste ce qui existait auparavant. Vous avez tous entendu parler de Workplace Analytics. Workplace Analytics, c'est une compagnie, en arrière de tout ça, c'est une compagnie qui a été rachetée, il me semble, en 2013-2014. 2014, il me semble. Donc, je l'avais rencontré justement le type European SharePoint Conference en 2015, justement. Il avait fait une conférence pour présenter sa solution. Donc, Microsoft a acquis ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous recevez des mails qui probablement vous embêtent. Vous les avez probablement déjà mis dans le spam, d'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, qui vous disent cette semaine, vous avez travaillé autant de temps, vous avez été à autant de réunions, etc. Ça, c'est quand même énormément de données, non pas sur des données personnelles, mais c'est encore une fois des données de log. Microsoft utilise juste la capacité aujourd'hui à pouvoir conserver la totalité des logs de votre fonctionnement, d'appliquer des mécanismes d'automatisme et d'analyse automatisée dessus. Ils ne connaissent pas vos données. Ils ne savent à aucun moment quelles sont vos données. Mais vous avez accès au moteur d'analyse qui vient s'appliquer sur les données qui sont donc contenues dans votre tenant. Et ce qui vous permet d'avoir, vos propres analyses statistiques sur ce qui se passe dans votre semaine. Là, c'est juste un exemple. Je peux vous le copier parce que ça, c'est juste un exemple qu'on se partage entre nous pour l'expliquer. À l'intérieur de ces données-là, vous allez trouver par exemple le Meeting Overview et par exemple, typiquement, les meetings où je vais retrouver les Redundant Meeting Hours. Ça, c'est un exemple. Vous avez aujourd'hui de plus en plus de meetings dans lesquels vous avez au moins 3 niveaux hiérarchiques qui sont présents. À quoi ça sert? 3 niveaux hiérarchiques. Man, c'est de l'argent en masse, là. Tout ça pour finalement servir à rien. Donc là, c'est tout simple. C'est juste une analyse qui permet de définir que dans une même meeting, tant de fois par semaine, par secteur, vous avez des meetings qui sont redondants avec plus de, au minimum, en tous les cas, 3 niveaux hiérarchiques dans le même meeting, ce qui ne sert à rien. OK? Donc, ça va vous permettre d'avoir un peu plus de visibilité. Et Viva Insights, ça va être tous les insights à la fois d'entreprise, mais aussi les insights personnels pour vous aider à mieux organiser vos journées. Donc, ça paraît de la bullshit comme ça, je suis d'accord, mais bien utilisé, et c'est ce que Microsoft entend faire, donc c'est un pari, hein, c'est pas sûr que ça marche, mais de toute façon, on s'entend que Viva, c'est un pari à lui tout seul, hein, c'est un très gros pari. Mais Viva Insights, c'est récupérer toutes ces informations-là sur vos activités. Encore une fois, il n'y a aucun traçage, ni par l'entreprise, ni par Microsoft sur vos activités, c'est juste vous
appliquer des modèles de machine learning pour automatiquement utiliser les données et vous présenter des analyses. C'est juste ça. Je vais m'arrêter là parce que... Merci beaucoup, J'en ai Nico. déjà C'est dit une beaucoup. une très belle présentation. Dans le chat, j'ai mis 2 liens. Un lien vers toutes les sessions Viva puis Employee Experience qui vont être faites au Ignite et aussi un article qui est sorti sur le Viva Connection là, sur la disponibilité, le pricing et ainsi Ah oui, de il est suite. annoncé. Oui, Viva il est Connection, annoncé. gratuit. Oui. Donc, ça veut bien dire qu'il va y avoir du Yammer derrière. Fait que, merci beaucoup, Nico. Je te laisse courir, Merci. je te laisse partir. Nathalie, tu avais levé la main. Tu avais une question, un commentaire? Nathalie, es-tu toujours là? Je pense qu'elle a quitté. Je l'ai tanné. OK. Désolé. Bon, vous me connaissez, Oui, je parle. ben, elle a levé la main. C'était peut-être pour dire qu'elle s'en allait. Je ne sais pas. Là, j'ai vu la main levée, mais je ne voulais pas t'interrompre parce qu'il faut que tu partes. Il est moins 10. Fait que, ben, encore merci beaucoup, Nicolas. Pour ceux qui sont encore là, merci pour la soirée. On se voit le 6 avril prochain. Ou On la va semaine essayer de prochaine, peut-être. planifier. Ah, ben la Ouais. semaine prochaine, c'est vrai. La On va prochaine regarder. rencontre, on va planifier une soirée la semaine prochaine pour faire un recap du Ignite, des annonces SharePoint, Viva, Teams qui va avoir été annoncé. S'il vous plaît, préparez ceux qui regardent l'Ignite, préparez quelque chose, allez voir les sessions et préparez-vous 1, 2, 3 minutes sur une présentation sur quelque chose. Ça va être vraiment cool. On a eu pas mal d'interactions ce soir, mais c'est le fun d'avoir de l'interaction. Je le dis tout le temps, c'est un groupe d'usagers, c'est pas un groupe Serge Nico. Donc, c'est le fun que tout le monde puisse participer. Benoît, tu as la main levée? Ouais, j'ai une question quiz. J'ai comme un petit problème que je ne m'entends pas avec Microsoft sur une fonctionnalité. Est-ce qu'elle a déjà existé ou non? Suite à une recherche dans l'expérience moderne, mon utilisateur me dit qu'elle pouvait faire copier ou déplacer des documents suite à une recherche. Et ce n'est plus disponible. Avez-vous déjà vu cette expérience-là? Non? Okay. Microsoft me dit que ça n'a jamais existé, mais mon utilisateur me dit qu'il le faisait régulièrement. Donc, je suis pris un petit peu entre les deux. Là, mais... Suite à une recherche. Oui. Tu veux faire dans la recherche locale. Tu parles de la recherche globale ou tu parles de la recherche locale? Parce que tu pouvais... Locale. Dans une bibliothèque de documents. Donc, je cherche un mot. Quand tu faisais une recherche locale, en fait, il faisait juste filtrer la liste que tu avais en dessous, quoi, en fin de compte. Il ne faisait pas changer ton UI. Donc, tu avais encore accès à tous les éléments de menu auxquels tu as accès sans avoir fait de... Parce qu'en fait, la recherche locale, c'est ni plus ni moins qu'un filtre, en fin de compte. Tu avais accès à toutes les actions qu'il y avait sans faire de recherche. Là, c'est comme un filtre. Oui, effectivement, la command bar reste là, mais il y a certaines actions qui disparaissent, dont le copier et le déplacer. Mais... Est-ce que spécifiquement le copier et le déplacer était là ou pas, ça je ne saurais pas te dire. Je viens de tester de mon bord, là, je l'ai encore le copier et le déplacer. Après avoir fait une recherche? Ouais, comme on vient de dire, tu es dans une bibliothèque de documents et tu cherches dans la barre d'en haut documents, par exemple. Là, j'ai un document Word, je peux copier, je peux le déplacer. Okay, je veux voir ça. La recherche à l'intérieur. Je peux partager mon écran bibliothèque. si tu veux, si Serge me laisse l'autorisation, je peux te partager vite fait ça. Mais... Oui, mais c'est la recherche dans la bibliothèque et non la recherche au niveau. Oui, c'est ça, oui. Dans la bibliothèque. C'est de ça que je parle. OK. Si tu veux partager, Laurent. Pourquoi pas? Faut que je te donne les droits. Oui, s'il te plaît. On profite du groupe utilisateur pour valider des choses comme ça. OK, Laurent. Yes, je partage ça tout de suite. Hop. Donc, on est en train de dire qu'on est dans une bibliothèque de documents, c'est ça? D'accord. Ouais. Depuis ici, là, je vais chercher document. Document. J'ai mon document qui est là, donc on est d'accord, c'est pas la recherche, hein, c'est ce que disait justement Vincent. Ouais. Je sélectionne mon document et il va me faire mentir parce que je l'avais juste avant à l'instant. Oh, le salaud. C'est pas dans les 3 points? Dans les 3 points? Non, mais je l'avais avant juste ici, move et copie. À l'instant, je l'avais. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a peut-être un truc. Attends. J'ai fait un truc à un moment. Quand tu énumérais ton besoin, là, je l'ai fait.
Tu l'as pas le copié dans les 3 petits points, mais du document et non dans ta barre? Ils sont là. Ah. Là, tu les as? Parce que Dans les Avec trois un petits espèce de points rechargement de verticales. page. T'as un espèce de rechargement de page bizarre, là, j'ai vu à un moment donné. Je sais pas s'il n'y a pas un truc qui est pété, là. Je pense qu'il y a un truc qui est pété parce que j'ai du refresh. Regarde, si je le refais, en fait, je vais dans Documents, je vais te la refaire en fait sans le refresh. Et après le refresh, je vais le montrer. Je fais Documents, je sélectionne mon document, j'ai rien. Je fais le refresh. Donc là, il garde en fait la carry évidemment. Je sélectionne mon document. Et là, j'ai le move et le copy. Ah, ils n'ont pas coché les événements correctement, quoi. Ouais. Et si tu vas dans les 3 petits points verticales au bout du long du document, non, à la verticale, dans la ligne du document. Copy to, move to est là. Voilà, c'est vrai aussi, tu mais là, ils sont dans le top, là, navigation. Ouais, mais c'est ça. Si tu recommences, c'est ça. Si tu recommences encore sans le refresh. Ouais. Je vais le refaire sans le refresh. On va le refaire sans le refresh. Et voir dans la barre les 3 petits points du document direct. Ouais. Document. Si je sélectionne ici Eclipse 6, non, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. C'est cohérent. C'est pas mal ça. Ouais, ça doit être à cause des développeurs graphes, ça. C'est l'équipe. Mettez toute la faute sur nous, évidemment. OK, merci beaucoup. Je Ben, réouvre mon ticket. OK, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur la soirée? Moi, j'avais juste une question. Enfin, je sais pas, il y a une main levée. Je vais peut-être d'abord laisser. J'ai pas levé la main. Bon. Oui, vas-y. Oui, ta main est levée maintenant. Oui. Ma question, c'était juste, je suis arrivé malheureusement 15 minutes en retard. Je sais pas si vous avez fait un point sur la nouveauté SharePoint et OneDrive. Ouais, on a fait le tour sur SharePoint. Tout ce qu'on a parlé, c'est la nouvelle barre de navigation globale. Okay. Et OneDrive, on n'en a pas parlé. J'ai juste parlé des nouveautés Teams qui étaient en place. Fait que ce mois-ci, comme on était limité en temps, on a parlé juste des nouveautés qui sont vraiment arrivées et non ce qui s'en vient. Ouais, parce que moi, j'ai 5 nouveautés qui sont arrivées là ces 2 dernières semaines. Donc, je voulais juste savoir si vous en avez parlé ou pas. Mais... on a 4 minutes. Si tu es capable d'en parler en 4 minutes, c'est des plus nouveautés. Que ce qu'il m'en faut. Je peux le faire en 2 minutes. Ça, sauf s'il y a des gens qui ont une priorité. Là, je vois qu'il y a des mains levées. J'ai pas envie de. Non, vas-y. Ça fait partie de la rencontre. Moi, je me suis concentré sur les nouveautés Teams. Fait que si tu veux parler de nouveautés qui vont arriver. 4 minutes, c'est large plus que ce qu'il m'en faut. Première nouveauté, si vous ne l'avez pas remarqué, OneDrive, il y a le mode Dark Mode qui est arrivé. C'est pas grand-chose, mais c'est plutôt cool, honnêtement. Moi, j'aime bien. Deuxième, c'est quand vous êtes sur SharePoint. Alors, le prérequis, c'est qu'il faut activer le Manage Content Type. Et depuis là, maintenant, on a la possibilité de faire Content Type directement depuis la vue de liste. Et quand on clique dessus, on est en mesure d'ajouter des Content Type directement dans la liste sans avoir à passer dans la Library Settings, ce qui est plutôt cool. Je vais passer Viva Topics parce que c'était tout le discours de Nico, donc pas la peine. Sur Planner, on a enfin accès à 25 labels. Je ne sais pas si vous avez... J'ai pas entendu parler de ça sur Teams, mais du coup, je pensais que c'était plutôt cool là, de le dire quand même, c'est plutôt fun. Et dernier point, c'est la partie Lightbox. Quand vous avez une galerie d'images et que vous cliquez sur une image, en fait, vous avez maintenant la partie Lightbox qui permet d'avoir un full screen sur les images et du coup, vous êtes capable de slicer en fait au travers des images qui sont en fait dans la galerie d'images. Et voilà, 1 minute top chrono, tu vois. Et ils ont passé à 250 gigs l'upload, ce qui, je pense, va être... Pas encore. Moi, je ne les ai pas encore effectifs, ça ne marche pas encore. Donc, ça marche pas encore? Non, ça ne marche pas encore. Mais Célian, explique-nous, Célian, ce que tu uploads qui fait 250 gigas. Ah non, mais... Je mets une VM en fait sur mon SharePoint pour ne pas avoir la perte. Oui. Un point VHD, c'est autorisé. OK, merci beaucoup, Laurent. Joël, tu as une question? Joël, tu es toujours là? Je vois que tu as la main levée. On ne t'entend pas. Hop, le micro, il bouge. Ça griche. Pose la question dans le chat.
S'il y a un connecteur rouge et vert, c'est le rouge dans lequel il faut connecter généralement. Fait que pose ta question dans le chat, Joël. On va te laisser la chance. Serge, il semblerait qu'on ait plusieurs à ne pas avoir accès au chat. Allô? OK, vous êtes... Oui, là, on t'entend. Non, ben, OK. Ouais, c'est ça. Juste avec le link dans le Meetup, on n'a pas accès au chat. OK. J'imagine qu'il faut un invite code. Je pense que c'est tous ceux qui vont être probablement comme guests qui n'ont pas accès. C'est bizarre. Exactement, parce que OK. Je ne l'ai pas non plus. OK. Ben, je vais vous partager tous les liens qui ont été partagés. Je vais les partager dans le Meetup, dans la discussion du Meetup. OK. Mais pour l'avenir, c'est ça. Ben, pour le groupe GUM, est-ce qu'il y a un invite code pour le team? Ouais, je vais voir si on peut l'ouvrir. De quelle façon on va l'ouvrir. Fait qu'on va vérifier ça. Je vais prendre ça en... OK. Non, mais c'est une Parce qu'il y a encore des choses. On a commencé à mettre trop de choses dedans pour l'ouvrir. Fait qu'il va falloir faire un ménage. Fait que, mais oui, ça serait une possibilité. Je n'avais pas réalisé qu'il n'était pas disponible, le chat. Donc, on va vérifier ça puis s'assurer. Parce que dans le tenant qu'ils nous ont fourni, ils ont bloqué ça pour les externes, le chat. Fait que c'est le problème. Fait qu'on va valider ça. Merci pour le commentaire, Joël. Ben, je veux dire, c'est pas que